T'as vu, on a les moyens ici. Hein, Ouais, mais fallait me dire que c'était un podcast sur la paternité. J'aurais révisé un peu aussi, les gars. Toi, papa, si tu me regardes ou maman, c'est Milborn, papa de patrouille. Après, le jeu des licornes, ça passe. Ricky volait pour collectionner, toi. Non, mais je voulais pas. C'est un emprunt. T'inquiète pas, c'est un bel investissement. Hein. On est dans la libre antenne de l'after. la libre antenne. Avec Thibaut Durganti. Oussam Loussaïef. Ous. Avec Simon, supporter du stade. T'as mentionné un tout petit peu vieux con, franchement, à part ton pull Sergio Tacchini. Arrête, ça devient grave à la mode, frérot, regarde. Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, toi, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandise, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Là, je peux le dire honnêtement, ça bouge pas. Enfin, là, je mens pas, ça bouge pas. On est de retour chacun à la maison. Je pense qu'on est bien. Friandise, j'aime bien quand on t'a un petit... Comment ça va, Ricky Friandise? Tranquille, hein, ça va, là, comme tu vois, là, je suis pas dans le rush. On est tranquillement posé à la maison. La semaine dernière, là, je vous ai loupé de peu, un peu. Hein. Comme j'étais à l'entraînement avec mes petits Versaillais. Non, j'étais en match. Pardon. Et ça va, écoute, hein, je suis content de faire cet épisode avec un amigo. Donc c'est cool. On est là. On est là. Putain, en ce moment, t'as pas d'autre histoire. Ça va, Je te comme ça. Pour un mec busy comme toi, là, Il n'y a que ça. Non, tranquille. Non, mais écoute, après, comme d'hab, le week-end, on a commenté la Ligue 2 et puis on a une petite victoire à Créteil avec une petite Versailles. Non, tranquille. Les petites Versailles, c'est l'émission, on les coach tous, hein, parce on connaît tu vois, on connaît leur évolution. Bon, Non, d'accord, ça va. pas de problème. Et Et si Thiel, On a les classements du championnat U18 R1 en favori sur Internet, tout ça. On suit les pages Facebook, Instagram de Versailles. Non, franchement, à Versailles, tu nous as convertis. il nous a piqué. avec Jordi, voilà, avec Jordi. Hein. Ouais, c'est ça. On suit. Non, ETL, week-end off, un week-end père de famille, d'emmener les enfants aux activités, aux anniversaires, au foot, se poser sur les... Il y a un truc quand même, tu sais, les soccer moms et les soccer dads ici aux États-Unis, c'est un peu exagéré parce que, tu vois, c'est vraiment, il y en a qui arrivent avec les tantes et tout, mais c'est quand même assez bon délire. Tu sais, tu te poses, il y a le coin des parents d'une équipe, le coin des parents de l'autre, il y a, tu vois... Ça, tu sais, ils ont l'impression d'être des oufs à contester un peu les décisions arbitrales, tu vois, c'est super soft. Franchement, c'est super soft, mais c'est assez marrant. Et franchement, il y a un truc, quand les enfants grandissent, de les suivre jouer à un niveau qui commence à être correct, franchement, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Et tu vois, là, d'avoir eu le temps de me poser samedi, dimanche avec mes fils et mes filles qui étaient là à faire de la gymnastique avec les petites filles des autres et tout. Il y a un bon délire à ça. Je dis pas que j'aime bien les week-ends off, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien Mais du coup, t'es comment comme papa? T'es papa ultra relou ou t'es papa tranquille, toi? Ben non, parce qu'en fait, après, vous connaissez les gars, tu sais, la vie. Je sais que beaucoup de monde me regarde, tu vois, et mon attitude, elle va rayonner sur tous les autres parents, tu vois, et je l'ai vu dans pas mal d'exemples. En guise d'exemple, au Canada, mon aîné, il avait un coach catastrophique, vraiment catastrophique. Du premier jour, j'ai vu qu'il était catastrophique. J'ai fermé ma bouche pendant 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai rien dit. Jusqu'au dernier jour, ouais, merci, allez, bye, salut, on change d'équipe et tout. Tu sais, T'es il passait dans naze. les catégories T'es naze. et puis les parents, ils me disaient, ouais, bon, franchement, maintenant que c'est...
Je dis, bah maintenant que c'est terminé, je vous dis, il était nul, le coach, mais il était nul. Et je l'ai dit à mon fils aussi, tu vois. Et les parents me disaient, mais pourquoi tu l'as pas dit avant et tout. Et je dis, bah si je vous dis le premier jour qu'il est nul, vous allez commencer à croire que vous pouvez vous permettre de dire qu'il est nul et vous allez le dire à vos enfants. Je ne l'ai même pas dit à mon fils, tu vois. Et à la fin, j'ai félicité mon fils. J'ai dit, tu as survécu avec un coach qui était nul. Mais vraiment, et c'était vraiment scandaleux ce qu'il faisait. Mais j'ai dit, comme des professeurs nuls, tu vas avoir des coachs nuls. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut perdre l'amour pour la matière ou pour le sport ou il faut survivre? Je dis, bah, tu as survécu et quand tu auras un bon coach maintenant, tu sauras plus l'apprécier. Donc voilà ma philosophie. Je me tais, je dis rien. Et on essaie de montrer l'exemple aussi parce que je sais que avec mon statut, maintenant tout de suite, j'ai une portée plus importante. Donc, Professeur. Professeur. We call him head professeur. La vie de ma mère, c'est le professeur. T'es fou. Oh, Nico, t'as vu, on a les moyens ici. Hein, on a des Ouais, moyens. mais fallait me dire que c'était un podcast sur la paternité. J'aurais révisé un peu aussi, les gars. Bah ouais, moi j'ai coupé du bois ce week-end, tu vois. Je me suis occupé des petites aussi. Donc voilà, tu veux tout savoir. Nico, J'ai un nous, problème Seb, avec la le poil. Non, mais paternité, c'est sérieusement, pas j'ai un toi. problème avec mon poil. Tu vois, j'ai eu du bistre, on appelle ça. Voilà, donc j'ai dû nettoyer le poil, couper du bois, faire du petit bois et tout, pour que ça prenne bien. J'ai joué au jeu de pas de patrouille d'Emile Born. C'est bidon d'ailleurs, surcoté de ouf, les gars. Ne prenez pas de patrouille Milborn. Milborn tout court, c'est beaucoup mieux. Il décline tout, c'est en mode pas de patrouille. Le Milborn, c'est tu mets les cartes, c'est pas un jeu avec des jetons et tu lances un dé et tout. Non, 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 oublie ça. Toi, papa, si tu me regardes ou maman, c'est Milborn, pas de patrouille. Okay, après, le jeu des licornes, ça passe. Et bon, voilà, tu vois. En tout cas, LCL, tu target, bah, vous savez quoi, sans transition, bah, notre invité du jour. On saute London, on va direct. Mais non, Nico, paternité, c'est Oussem, hein, c'est pas toi. Paternité, C'est pas moi, c'est mais Oussem. t'inquiète, on va arranger ça. Paternité, c'est Oussem, mais sans transition, on a, pour introduire notre invité du jour qui a pris sa place, tu vois, il prend ce qui lui appartient. Ah, je devais pas parler. Ah, fallait me dire, les mecs. Hein. Ah, On est dans la libre antenne de l'after. La libre antenne. Avec Thibaut Durand-Type. Oussem Loussaïef. Ous. Avec Simon, supporter du stade. Sim. Et avec Walid Achur-Chouroual. Hashtag le club 32-16, bien sûr, les amis. On vous retrouve sur RMC avec Estelle Denis. Voilà. Léo. Alors, c'est vrai, quand tu regardes, Walid. Il faut venir sur YouTube, les gars. Mise en situation. Et après, quand tu en espagnol, Luis. Mister. Comment va la situation? Je me suis à mes vacances à Valencia. Où nous étions? Le tableau. Monsieur Nicolas Villassoufle. Voilà. Ma carrière résumée en un tweet. Voilà, c'est ça. Voilà, résumé de qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Que j'embrasse d'ailleurs, Alex. Que j'embrasse, bien sûr. Ouais, Alexandre Russe, quelle imitation. Nico, comment ça va? On n'a jamais mis autant les gros moyens comme ça pour un invité, Nico. Hein. Je peux te dire qu'à l'honneur. Ah ouais? Ah là, c'est grosse prod, là, je vois ça, ouais. Franchement, très grosse prod. Franchement, on a dépassé le budget en plus, je pense, à cause de toi. Pour toi, Nico, comment ça va? Comment tu vas? Bah ça va et vous les gars, ça fait plaisir, merci pour l'invite. Hein. Ça me fait plaisir de vous revoir là tous les trois là. Donc il y en a que je connais depuis plus longtemps que d'autres, mais voilà, on s'est tous déjà croisés à un moment ou à un autre. Ça fait super plaisir d'être avec vous les gars. Bah oui, c'est cool. Mais t'es où là? Dis-nous tout. T'es où? Tu bah fais là quoi? regarde, je suis à RMC, regarde, tu vois, regarde. Oh là là. Ouais, ça bosse. Hein. Demain on va à San Sebastian là pour le 8e de finale retour du PSG, la Ligue des Champions là, face à la Real Sociedad. La Real. Et j'espère qu'on va se régaler quoi. RMC, c'est bien, mais tu bosses beaucoup. Tu fais quoi en ce moment? C'est quoi? Elle ressemble à quoi la vie de Nico en ce moment? Elle ressemble à quoi? Une semaine européenne, c'est le fouet-go, hein, je te le cache pas. Lundi, tu prépares tes matchs. Moi, je fais les lives sur RMC le plus souvent, donc avant match. Donc, tu prépares tes stats, les angles que tu vas aborder, tu écoutes les confs pour voir les angles que tu veux aborder, les sons que tu veux récupérer. Après, tu fais tes matchs, donc 3 heures d'antenne. Et puis, les soirs de club français, on a la libre antenne jusqu'à 1h30 du mat. Donc là, par exemple, demain, moi, je suis à Biarritz, parce qu'il n'y a pas de vol direct jusqu'à Saint-Sébastien. Et donc, je fais le live au stade, je rentre à Biarritz. Et après, on fait la libre antenne jusqu'à 1h30 du mat. Moi, je la ferai depuis là-bas avec les gars, quoi. Mais avec Thibaut Giangrande et Oussem Loussaïef.
que j'embrasse bien plus. Et donc voilà, après il y a le match du vendredi, ça repart avec la Ligue 1 le vendredi. Donc les semaines sont jamais vraiment les mêmes. Il y a une certaine routine qui se met en place forcément, quoi. C'est beaucoup de prépa et après c'est beaucoup de kiff aussi pendant l'antenne, quoi. Franchement, c'est un boulot de ouf. Surtout la radio, mec, je pense que quand t'aimes le foot, le commentaire, le débat et tout, après je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais déjà RMC c'est la radio pour ça et, Ouais. et le média pour faire ça, c'est la radio, gros. La radio c'est juste magique quand t'aimes le foot. Le débat, Mieux que la télé? l'échange. Ah ouais, ça n'a rien à voir. La télé, t'es trop bridé. Déjà, t'as un truc, en plus, nous, qu'on met vachement en avant sur RMC, c'est que t'as le contact avec les auditeurs. Donc, c'est-à-dire que Ouais. 32-16 est ouvert, les mecs appellent, ils t'interpellent. Après, moi, c'est un truc con, mais moi, j'aime bien les gens, tu vois. Donc, tu vois, j'aime bien qu'un mec appelle, il donne son avis, il est d'accord, il est pas d'accord. Même il appelle, il t'insulte, il est vénère. T'as toujours un échange qui se crée. Et Ouais. ouais, la télé, t'es limité en termes de temps, t'as la contrainte de l'image, c'est moins Ouais. libre pour parler. Si tu veux un invité, vaut mieux qu'il soit en plateau parce que ça fait dégueulasse. Alors qu'en radio, tu l'appelles, tu as des applis qui te permettent, regarde là, on fait tu vois, un truc qui est pas mal, quoi. Même si maintenant, effectivement, en termes de vidéo, tu peux faire des choses en télé, mais c'est quand même différent. La radio, moi, je trouve que c'est beaucoup plus libre d'une façon générale que la télé. C'est beaucoup mieux. Ok. Ouais, c'est différent. C'est vrai que ici, on a tous un peu commencé, tu vois, on a tous touché aux médias. Et c'est exactement ce qu'ils me disaient les gens à la Coupe du Monde dernière. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu aimes parler, en radio, tu as le temps. Tu as le temps de débattre, tu as le temps de, tu vois, d'exposer un certain point de vue. En télé, bah oui, comme tu as dit, c'est bridé. Des fois, on te fait ça, on te fait une minute, tu vois, une minute. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais maintenant, revenons un peu. Il faut remonter dans le temps un peu parce qu'il faut que les gens ils connaissent. Les gens, ils connaissent Nicolas Villas. Nous, on connaît un peu, pour certains beaucoup. Mais il y en a beaucoup qui savent pas. Comment tu es tombé amoureux du foot, Nico? Le foot, aujourd'hui, pour être comme toi, aussi ancré dans RMC ou dans le foot, tout simplement, comme nous, on l'a été en tant que joueur professionnel et Quentin qui l'est toujours, si on devait faire un petit rétro-pédalage, d'où sort l'amour de Nicolas Villas pour le football comme il est là? Bah après, moi, moi, je suis d'origine portugaise, bon, qui est un pays qui est très passionné, voire trop parfois d'ailleurs, par le foot. Et alors, le truc qui est un peu marrant, c'est que moi, tous mes oncles qui fait ça, et mon père, pas plus que ça. Et en réalité, au départ, ça vient même pas de lui. Mon père travaillait beaucoup, il travaille d'ailleurs toujours beaucoup parce qu'il bosse encore. Mon père, il est arboriculteur, donc il cultive des fruits. Il était ouvrier agricole, il a repris la boîte de son patron. Donc il travaille tous les jours, même le week-end, le dimanche, parce qu'il produit ses fruits, il les revend. Donc il bosse tout le temps. Donc je le voyais pas beaucoup finalement. Et je voyais beaucoup mes oncles. C'est un de mes oncles qui m'a inscrit au foot, par exemple. Je crois que c'était en U11 ou U13 la première fois. Et ça m'est venu comme ça. Puis après, en C'est où? grandissant, Quel club? moi je suis des Yvelines. Mon premier club, c'était Crépierre-Mareil, Mareil-sur-Moldre. Pierre. Ah, ok. Voilà, ouais, le CMM, ça s'appelait. Entente Crépierre-Mareil-sur-Moldre. Après, j'avais commencé à Orgeval, Vilaine-Orgeval, là où je suis. Mais j'avais Mhm. fait quelques mois parce que j'avais un éducateur, il passait son temps à nous gueuler dessus et ça m'avait traumatisé. Donc j'ai dit à ma mère, je dis maman, je veux plus faire de foot. Et j'ai arrêté pendant 3-4 ans. Et après, mon oncle, il m'a remis dedans dans une structure un peu plus familiale avec des vrais éducateurs pour le coup. Parce que lui, il se prenait pour un entraîneur, si tu veux. Alors que j'avais, je sais pas, 7-8 ans, tu vois. Le mec, Ah, gros tu vois, débile, premier entraînement, il te on en gueulait parlait au dessus. début, hein. D'où l'importance, hein, tu Ah vois, ouais, de non mais l'éducateur, carrément, du on en coach, parlait hein. en off, mais quand t'as 7-8 ans, t'es là, tu veux t'amuser de faire des copains et t'as un mec qui te gueule dessus parce qu'il veut gagner la Ligue des Champions alors que t'es en R7, tu vois, enfin, et le mec il avait rien compris quoi. Mhm. Et du coup il m'a dégoûté et après j'y suis revenu. Euh, et après bah, je collectionnais les panini, enfin pour moi la culture foot elle s'est beaucoup faite à travers ça. J'étais abonné à 11 mondial, tu vois les panini, donc je collectionnais ça, je me suis fait des potes comme ça. Et après moi j'étais dans un bahut, j'étais à Saint-Germain-en-Laye au lycée Inter. Je suis rentré là-dedans en primaire et c'est là que vraiment j'ai commencé à être piqué. Dans ma classe, il y avait la fille de Rai, par exemple, qui a été papa très jeune, et elle aussi d'ailleurs, elle a été maman très jeune. Et il y avait le beau-fils d'Arthur Georges, qui est parti il y a quelques jours, que moi je connaissais très bien du coup. Et forcément, tu as ce petit lien qui se fait aussi à travers ça. Quand c'est tes meilleurs potes, bah, ils sont dedans. Donc tu commences à suivre le PSG parce que tu sais que c'est leur père ou leur beau-père qui est dedans. Tu les rencontres, donc ça fait un peu bizarre. Tu les vois à la télé, tu es petit, tu as 8, 9, 10 ans. Tu les vois, donc moi déjà ça se fait à travers ça. Tu as un espèce de phénomène d'identification. Tu t'intéresses à tes origines. Et moi, le foot m'a beaucoup aidé à travers ça. C'est pour ça, des fois, des gens, ils se disent putain, mais pourquoi tu supportes le Portugal? Bah, parce que c'est une façon de me rattacher à mes origines aussi, quelque part. Et après, il y a la rivalité avec la France. Et c'est venu de là. Et après, bah voilà, moi, ma passion, elle est venue comme ça. Je te dis, c'est des trucs cons, hein, des fois. Hein. Mais collectionner les panini, acheter les magazines,
en parler à l'école. Et puis, je parlais comme un vieux con, mais années 90 où moi je suis à l'école, moi j'étais pas abonné à Canal, t'avais pas Internet, donc t'avais les matchs de Ligue des Champions sur TF1 à l'époque. C'était rare le foot, quoi. C'était un truc, les stars, c'était des stars, mais il y avait une espèce, je dirais, de fantasme autour des joueurs. Parce que t'avais pas les réseaux sociaux, toutes les infos comme toi aujourd'hui. Donc tu voyais un joueur briller. Bon, moi, par exemple, mon idole, gamin, c'était Rui Barros à Monaco. Mais genre, t'avais zéro info sur le mec. Si t'achetais pas ton France Foot ou ton 11 mondial pour lire l'interview, t'allais pas sur Internet parce qu'il y avait pas. Donc tu fantasmais autour de ces mecs-là. Tu avais des bribes d'informations par des mecs qui connaissaient d'autres gars. Enfin, je trouve que tu consommais le football différemment. C'était pas comme aujourd'hui où t'en as tout le temps via les réseaux, toutes les chaînes et tout. Le foot, c'était un truc qui était rare, mine de rien. Tu vois, t'étais devant ta télé, t'entendais la musique de la Ligue des Champions le mercredi soir et tu savais que t'étais devant TF1, c'était gratos et tu matais ton match et c'était ton moment de gloire, quoi. Enfin, ton kiff, tu vois ce que je veux dire. Et tu le consommais différemment, je trouve. Je veux pas dire que c'est moins bien aujourd'hui, mais il y a des fois où je me dis, quand tu vois que la FIFA, ils se disent, venez, on fait des Coupes du Monde tous les 2 ans. Et gros, t'as pas l'impression qu'on bouffe assez de foot déjà comme ça. Laisse-nous kiffer tout le foot qu'on a à manger déjà. Et je trouve que la rareté et le côté un peu mystérieux des fois, ça faisait partie de la magie du foot. Et moi, tout ça, bah, enfin, je pars dans tous les sens. Hein. T'as vu, c'est le bordel dans ma tête. Oh, t'inquiète. Non, mais Et, la son aussi, t'inquiète pas. mais je sais que vous, c'est le bordel dans votre tête aussi. On en parlera, les gars, si vous voulez. Euh, non, mais il y a un autre truc, et j'allais y venir. Je pense qu'à l'époque, on avait une vraie passion pour la culture foot, c'est-à-dire l'histoire des clubs, des joueurs, les stats, mais dans le sens historique, parce que justement, on consommait le foot différemment d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on consomme de la stat, on consomme des highlights. Tu vois, tu as l'impression que parce que tu as vu un highlight sur YouTube d'un joueur, tu le connais par cœur. Alors qu'avant, comme tu n'avais pas tout ça, ta culture foot, tu la cultivais justement différemment. C'est-à-dire que tu achetais ton 11 mondial ou ton France Foot, tu avais l'histoire du champion de Bulgarie. Je me souviens dans le 11 mondial, tu avais des fiches sur les joueurs ou les clubs. Et le foot, tu l'apprenais différemment. Tu développais ta culture foot à travers les livres, les magazines, parce que tu étais obligé de le consommer comme ça, parce que euh, tu n'avais que ça finalement pour assouvir ta passion. Et moi, c'est comme ça. Moi, voilà, très vite, moi, c'est comme ça que moi, par exemple, j'adore le foot, le jeu, mais j'avoue que j'ai une vraie passion pour l'histoire du foot, l'aspect historique, économique, social, politique, sociétal, culturel. Tout ça, moi, ça me fait vibrer, quoi. Voilà. Voilà, j'ai fini, j'y vais, les gars. Voilà. Merci d'être passé, Nico. Franchement, obrigado. Voilà, de nada, Non, mais après, tu vois, sérieusement, voilà pourquoi c'est notre invité aujourd'hui, Nico. C'est naturel parce que c'est un peu aussi nous ce qu'on véhicule. Moi, on a grandi pareil, même si ça fait un peu, comme tu as dit, ça fait un peu vieux con, mais en fait, c'est notre génération, tout simplement. Parce que comment tu parles, c'est exactement moi aussi comment j'ai vécu le foot. J'ai grandi en banlieue, 94. Moi, je me rappelle, comment j'ai commencé mon lien avec le foot. Tu te rappelles avant les télépoches, là? Il y avait Télé 7 jours, Télépoche. Il y avait des Ouais, moi je petits découpais, toi aussi. Et tu les collais dans des cahiers. découpés, collés, ou alors fallait envoyer 10 francs. Après, ils t'envoyaient aussi un classeur de football, tout ça, tu te rappelles? Bon, je me rappelle, j'avais volé 10 francs à ma mère, j'avais mis dans une enveloppe foot passion, tu vois. Je l'avais envoyé et j'avais reçu un grand classeur avec plein de fiches, des matchs et tout, les années 80, l'époque des Porto, l'époque du Liverpool, tout ça. Moi, c'est comme ça que m'est venu pour mon amour, ma passion pour le foot, hein, plus que mon frère. Tu sais, mon frère, pour lui, il aimait le foot parce qu'il jouait avec ses potes dans la rue, en bas de la maison. Mais moi, c'était vraiment, comme tu as dit, les panini, les cartes. Moi, des fois, j'attendais, je faisais des trucs. Ma mère me passait 50 centimes. Je gardais pour avoir 2 francs. Pour acheter les Pour acheter pochettes. après des images, des pochettes, je collais dans mon truc. La foot 93, panini. J'étais comme un fou aussi. Enfin, moi, ça a commencé comme ça aussi, tu vois. Donc, Seb, il comme a quoi, raison. on est bien des vieux cons, ouais, en effet, ouais. Il a raison, monsieur Dussault. Hein, Ricky, c'est un délinquant. Pendant que Doudou, il joue au foot, l'exemple de la famille, Ricky, il volait pour collectionner, toi. Non, mais je voulais pas, c'est un emprunt. T'inquiète pas, c'est un bel investissement, hein. Je l'ai rendu au centuple à la Mais Madrid. attends, moi j'aime beaucoup l'angle que tu prends là, Nico, même si je voulais. Enfin, là tu as dit plein de choses intéressantes. Mais toi qui es énormément dans le débat, du coup, parce que qu'on se le dise, est-ce que du coup tu penses qu'il y a des gens qui maintenant manquent de légitimité justement parce que la genèse de leur passion pour le foot est différente? Pourquoi je te demande ça? Je suis complètement d'accord avec toi. La culture du highlight, la stat, les gens qui regardent les matchs de foot mais avec leur portable dans les mains, over. Nous, on a appris à regarder le foot en sacralisant le match. Parce que
le match qui passait à la télé, tu pouvais pas rater un moment parce que ça se trouve, tu n'allais pas en revoir un avant 2, 3, 4 jours. Over, maintenant, tu as des gens qui te disent qu'un tel est bon parce qu'il marque un but toutes les 82 minutes, parce qu'il fait 250 mètres de course à haute intensité toutes les 45 minutes, parce que si, parce que ça, parce qu'il est renseigné over le test de l'œil. Non, Est-ce après, que toi, ah, parce que je vais te dire un truc, des fois ça me frustre, parce que par exemple, j'ai des amis, ou il y a même des gens, normal, ils vont te dire, mais Varane, il a un palmarès exceptionnel, regarde, finale de l'Euro 2016, finale. Et en fait, je dis, mais tu l'as vu où en 2016, Varane? Tu vois, les gens, ils te le remettent. Si 9 fans de foot sur 10 te diront que Varane était présent à l'Euro 2016 et qu'il a participé à la legacy de l'équipe de France, machin. Tu sais, il y a énormément de. Le débat football, pour moi, maintenant, je te dis pas qu'il a perdu en qualité parce que les gens consomment le foot mais le regardent moins dans les détails, tu vois. Après, alors déjà, enfin, moi quand je dis par exemple que je le consommais différemment, moi-même dans mon taf, par exemple, je m'appuie beaucoup sur les stats. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tout jeter. C'est-à-dire les stats aujourd'hui servent, y compris au club, hein. On ne peut pas dire que la data sert à rien. Le tout, Non, c'est non, le problème du chiffre, c'est que le chiffre, tu peux lui faire dire ce que tu veux. C'est tout le problème. C'est-à-dire que tu vois, mais y compris les stats les plus nobles, hein, souvent la moyenne, par exemple, le total des kilomètres parcourus par une équipe. Ok, les mecs ils vont dire ouais, t'as vu, telle équipe, elle a plus couru que l'autre. Bah oui, mais l'autre elle a moins couru parce qu'elle avait le ballon, donc elle a fait courir l'autre. Enfin, non. en fait, une stat peut vouloir dire tout et son contraire, hein, quelque part. Euh, En revanche, pour moi, la question de la légitimité, elle n'existe pas dans le foot, dans le sens où c'est comme le débat est-ce qu'il faut avoir été joueur pro pour pouvoir en parler? Moi, je pense qu'il y a certaines choses. Euh, J'aurais jamais la sensibilité et la perception pour l'avoir parce que je ne sais pas ce que c'est que la très haute compétition comme vous l'avez connu. Je ne sais pas ce que c'est que d'être dans un vestiaire de football professionnel. Ça m'empêche pas d'avoir un avis, mais je pense qu'il y a une sensibilité que j'aurais jamais. Et c'est pour ça que je pense que le rôle du consultant, par exemple, il est important. En revanche, pour en revenir à ce que tu disais toi, ce qu'il y a de top avec le foot, c'est que ça parle et ça concerne tout le monde. Un gamin qui aujourd'hui consomme du foot à travers les highlights, tu pourras lui dire ta vision elle est faussée. N'empêche que lui il va aussi t'apporter des choses que tu n'aurais peut-être pas vu toi. Tu vois, parce que lui, parce qu'il aura vu des highlights, il a vu en condensé, il aura peut-être remarqué que le mec à chaque fois, je sais pas, moi il marque tout le temps du pied droit, il est tout le temps au même endroit. Si tu veux, c'est pareil. Quand tu vois des highlights, tu peux avoir tout et son contraire. C'est-à-dire que quand tu as des images séquencées sur des séquences de jeu, tu vas peut-être te rendre compte que le mec, il fait toujours l'appel au même endroit parce que justement, c'est monté de telle façon que tu le vois. Alors que quand tu te mates un match pendant 90 minutes, tu le vois peut-être pas tout de suite, tu vois. Enfin, on peut vouloir tout dire. Après, oui, c'est une question de dosage. Moi, les stats, j'adore ça. En plus, dans les pays latins, par exemple, ça, pareil, tu vois, quand tu compares la presse au Portugal, qui est un pays d'11 millions d'habitants, tu as 3 quotidiens sportifs. Tous les jours, tu as 3 journaux sportifs de 80 pages qui sortent. En France, tu en as un où tu en as beaucoup moins. Et au Portugal, la stat fait partie de la culture, comme en Espagne d'ailleurs. C'est un peu le même délire. Des fois, c'est trop, mais tu as des stats qui sont hyper représentatives. Et je vais même te dire, et je reviens à ce que je disais au départ, moi je trouve que les stats, ça fait partie de la culture foot aussi. Quand tu sais que, je sais pas moi, tel club a le record de victoires en championnat, qu'ils ont une série d'invincibilité de temps, ça veut rien dire, hein. Les séries, elles sont faites pour s'arrêter. Mais le fait de le savoir, bah, ça te permet de situer le club dans l'histoire. Bah, c'est un peu pareil tout ça. Si tu veux, il n'y a pas de, tout est vrai, tout est faux. Personne n'a raison, personne n'a tort, finalement. C'est une question de Après, jeu. Vas-y, vas-y. il faut se couper. Après, il faut aussi accepter qu'il y a plusieurs maintenant types de consommation au football, en fait. C'est ça. Il faut aussi se rendre à l'évidence que maintenant, il y a des personnes qui consomment le foot de manière différente. Bien sûr qu'à l'époque, c'est clairement différent, mais qu'il y a plusieurs types de consommateurs aussi. Maintenant, dans le football, tu as plus les, comme nous à l'époque, les aficionados qui sont là à la recherche d'exclusivité ou à la recherche, on va dire, des éléments. Tu as des mecs qui veulent seulement consommer comme ils le veulent, à petite dose ou de manière aussi extra-footballistique. Il y a des mecs qui kiffent le foot que pour les paris. Tu as des mecs qui kiffent le foot parce qu'ils aiment bien leur ville et rien d'autre. Tu as le clubisme à fond qui est rentré dans les mœurs. Donc c'est ça en fait. Je pense que en fait, le grand changement, c'est que le football maintenant se consomme différemment. Et se consomme de plusieurs façons. Ouais, parce qu'il y a plusieurs façons de le consommer, même aujourd'hui, hein. Après, il y a d'autres habitudes, mais tu sais, nous à l'époque, c'est pareil, hein, les vieux cons, enfin, on deviendra tous un jour des vieux cons, hein. Les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux cons de demain. C'est-à-dire Ouais, que nous, allez. tu l'es déjà. Ouais, ouais, c'est vrai. Putain, la quarantaine, frérot. Mais tu vois, nous à l'époque, on achetait des panini. Ça se trouve, nos darons, ils se disaient, mais attends, c'est quoi ces débiles qui achètent des images de joueurs, tu vois? Enfin Ouais, bon, ouais, tu vois, c'est totalement ça. Oui. bah voilà. C'est pas ça se trouve, il se le disait. Et en fait, Ma je mère, pense que rappelons.
Non, mais il se le Mes disait. frères. En fait, c'est générationnel. Et là où nous, enfin, là où nos parents étaient, on y arrive. Et ça, il faut le comprendre, que ce soit par rapport au foot, ou que ce soit par rapport à tout un tas de choses. Ça avance, même si on se sent toujours un peu plus jeune. Mais on a des enfants. Quand tes enfants ils commencent à te dire, ouais, mais toi, t'es un vieux, tu te dis, mais oh, comment ça? Mais en fait, c'est en train de basculer. Et pour rester dans le sujet dont on discute, maintenant, mais dans cette manière d'analyser le football aujourd'hui, parce que pour moi, est-ce que tu te considères, vous considérez je veux dire, les consultants journalistes comme un acteur principal du système, de l'écosystème footballistique? Parce que on donne souvent, qu'est-ce qui arrive? Vas-y, mets ton doigt, dis-moi. C'est ça ton sujet ou pas? Ou tu voulais parler d'autre chose? Mon sujet de quoi? D'aujourd'hui? T'avais un sujet en particulier ou non? Non, il y a le sujet, c'est Nicolas Villas. Et en fait, j'ai pas de Ah, sujet. mais qu'est-ce que tu l'embrouilles, toi? Laisse-le parler, là. Il est sérieux. Mais il est Non, sérieux. je voulais savoir. Il vient de couper dans ma question. Et parce que j'ai vu son long doigt, il Moi, est. je- Non, tiens, Qu'est-ce qu'il vas-y. a? Mais c'est même pas humain, ça, frérot. Vas-y, va-t'en. Ouais. Il va se couper le doigt, t'inquiète. Non, mais t'inquiète pas, il va revenir. Et donc, oui, j'ai pas. Enfin, ouais. Est-ce que tu te considères. Parce que la place que vous prenez aujourd'hui, les médias, et ce genre de. Parce qu'on parle d'évolution. Parce que les médias d'aujourd'hui, on va avec son temps, et nous, on fait tous un peu du média. Est-ce que tu te considères vraiment, en toute honnêteté, comme une partie réellement importante du game? Aujourd'hui, RMC, je te parle d'RMC, je te parle de toi, Nicolas Villas, avec la voix que tu as aujourd'hui. Parce que tu parlais de légitimité tout à l'heure. Et il y a souvent ce débat. Tu vois, les gens qui disent que non, si tu n'as pas été joueur. Et je pense que tu l'as bien décrit, cette différence. Pourquoi aujourd'hui, on le voit dans le monde des entraîneurs, mais dans le monde des médias aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu puisses te dire que vous faites partie intégrante du game? Alors, pour moi, les médias, d'une façon générale, tu fais partie intégrante du game et du système parce que c'est toi qui ramène l'oseille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première source de financement du foot, c'est les droits télé, d'une façon générale, c'est les droits médias aussi. Après, tu fais partie du game parce que c'est toi qui relais, finalement, c'est toi qui fais la transmission entre les passionnés, les supporters et les joueurs. Même si, et ça, c'est un peu aussi, on va dire, l'évolution de la chose qui fait que, les footballeurs, d'une façon générale, et les entraîneurs sont de moins en moins accessibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est contrôlé. La communication se fait à travers des modes de communication qui sont beaucoup plus individuels, voire individualistes. Un mec comme Luis Enrique, maintenant, il dit je fais les confs de presse parce que je suis obligé, mais sinon, si je veux communiquer, j'utilise ma chaîne Twitch. C'est-à-dire, lui, il pousse vraiment le délire de façon hyper. C'est pour ça que ça veut rien dire l'âge, hein, des fois. Encore plus loin. Les clubs verrouillent tout, ils veulent tout contrôler, les agents, enfin, tu as beaucoup d'acteurs qui rentrent et qui prennent de l'importance là-dedans. Après, Hmm. moi, par exemple, moi personnellement, non. Moi, je me considère pas indispensable ni incontournable. C'est juste que on en revient au paysage, en revanche, la plus franco-français, médiatique. Tu as un quotidien sportif et tu as une radio qui parle de foot tous les jours, c'est nous. Il y a RMC, il n'y en a pas 50 aujourd'hui en réalité. D'autres l'ont fait par le passé. Aujourd'hui, on est les seuls à le faire. On met beaucoup de moyens, on a une rédaction qui est totalement dédiée à ça, on est des passionnés, on bosse, on travaille autour de ça. Après, le rôle qu'on a là-dedans, là c'est pareil, c'est très subjectif. Il y a des gens qui vont être influencés par ça, c'est un débat qu'on peut avoir. En plus, nous on fait de l'opinion. Mais ce qui est cool dans l'opinion, c'est que tout le monde n'est pas d'accord. Donc au final, tu as toujours, on va dire, une forme d'équilibre qui s'opère. Euh, Après, le, c'est là où aussi on a parfois, moi par exemple, je pars du principe, et ça je le dis de façon très sincère, je l'ai toujours dit, moi je pars du principe que mon opinion à moi, on s'en fout. C'est-à-dire, moi je suis là pour donner la parole à des mecs qui, à mon sens, ont plus de légitimité que moi pour en parler. Je parle je sais pas moi, pour moi un consultant, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il connaît le haut niveau, parce qu'il a une expertise, parce qu'il est là pour ça, il est plus à même de s'exprimer sur un certain sujet que d'autres. Après, ça m'empêche pas d'avoir mon opinion, et surtout de devoir équilibrer le débat quand il faut, de remettre une pièce dans la machine quand il faut aussi, de faire intervenir l'auditeur quand il appelle le 32-16 pour qu'il participe au débat. Moi, mon rôle, il est là. Hein, il est pas, moi, je me considère pas comme un influenceur, un leader d'opinion. Moi, je suis là pour transmettre et faire partager. Mais vraiment, hein, Ah, je mais dis ça. c'est une garantie aussi. Comment? C'est aussi une garantie. Quand on C'est-à-dire? sait qu'il y a Villa qui présente telle ou telle émission, ça va plus cliquer, ça va plus regarder parce qu'on sait ce que tu représentes aussi. Bah, après, moi, je sais pas, je représente quoi, moi? C'est une bonne Ah, ben, question. Tu penses honnêtement? Maintenant, aujourd'hui, Ah avec non, le non, temps. mais sérieux. Bah, Non, moi, mais je sais ce que. je sais. Je sais, tu vois, avec le temps que
comme en off, on parlait des émissions passées, là où tu as commencé. Quand tu regardes un peu ta carrière, parce qu'au final, c'est une carrière, en parallèle du monde professionnel, je dis en parallèle en tant que joueur, il y a le joueur, il y a celui qui a été en tant qu'entraîneur, mais pour moi, c'est une carrière dans le monde du foot. Personnellement, Ah tu as oui, une carrière dans le monde du foot. bah oui. C'est pour ça que je dis Comment ça. aujourd'hui, de la même manière que nous, on peut regarder notre carrière, on se dit, ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà comment je suis arrivé à tel niveau. Selon toi, comment tu es arrivé aujourd'hui au niveau où, comme il dit Ricky, ah, quand il y a Nicolas Villas qui présente une émission, bah, voilà, je vais écouter, je vais cliquer parce que, je sais pas, quelles sont tes qualités au final, c'est ça. Putain, Quelles les sont gars, les qualités je savais pas que c'était un entretien d'embauche, les gars. Fallait me prévenir. Bien sûr. Mais genre là, je postule pourquoi, du coup? Dites-moi que je sache qui. That zone. Non, Ça putain, arrive. enfin, je sais pas comment dire ça. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de recul par rapport au taf que je fais. Dans le sens où, tu vois, des fois, je vois, on a des embrouilles de ouf à l'antenne et tout. Et sincèrement, en plus, moi, j'ai Mm. déjà eu des moments de dinguerie à l'antenne, hein, enfin, des moments plus ou moins malaisants. Et je me dis, putain, les gars, on a quand même la chance de parler d'un sport qu'on aime. Et surtout, on parle que de foot. Alors, oui, des fois, c'est des sujets plus lourds, quand il y a la mort est en question, quand il y a des sujets de société, quand c'est du racisme, quand c'est des sujets. Voilà, il y a des choses qui sont liées au foot. Et c'est encore une fois, je reviens à ce que je disais. Moi, si j'aime ça, c'est parce que ça va au-delà du jeu et du sport. Il y a plein de choses qui s'imbriquent là-dedans. Après, Mm. euh, enfin, moi, je me suis jamais posé la question de me dire qu'est-ce que tu représentes, qui est arrière et tout. En fait, si tu veux, moi j'ai débuté enfin, dans des trucs, une radio locale où je commentais les matchs de l'AS Poissy, tu vois, pour une radio locale, Yveline Radio, à l'époque où je faisais ça quand j'étais en école de journalisme. Après, j'ai eu la chance d'écrire dans un canard. Après, en plus, j'ai eu la chance de toucher à tous les médias. J'ai mis un pied à France Foot. Après, j'ai mis un pied à RTL. Avant ça, à RMC, je faisais les deux. Et puis, ma chaîne sport qui a été très important pour moi, pour plein de raisons, parce que c'était une boîte à dimension familiale. Jean-Yves Dermain, qui est mon daron dans ce milieu, m'a beaucoup aidé. Lui qui était d'une école totalement différente de la mienne, de style européen, très carré. Fallait se vous voyez, le mec, il voit un mec débarquer, il tutoie tout le monde. Enfin, il s'est mouillé la nuque, hein, le mec. Hein. Et au final, ça s'est hyper bien passé. Et puis après, MCS a été englobé par le groupe Altis, et je me suis retrouvé à RMC où j'étais déjà. En plus, c'est ça qui est assez marrant. Mais Ouais. les choses se sont faites toujours de façon très naturelle, si tu veux. Donc je me suis jamais dit, tu vois, c'est pas un métier. Je vis d'une passion. Alors c'est mon boulot, attention. Hein. Je travaille et tout, je le fais avec passion, avec dévotion. Je bosse vraiment, j'adore ce que je fais et tout ça. Euh, et je me suis donné à fond dans mon taf. Et après, il y a quand même un truc, moi je trouve. C'est marrant parce que je vais en revenir au débat qu'on avait en off au tout début. Moi je trouve qu'il y a quand même un truc. Je sais pas vous, et moi je vais vous poser la question à tous les trois par rapport à votre carrière. Moi, pour moi, il y a eu un moment très important dans ma vie, ça a été la paternité. Et moi, qui était absolument obsédé par mon boulot, voire bouffé parfois par lui, ça m'a permis de relativiser par rapport à plein de choses. Ça ne veut pas dire que je travaille moins, mais ça veut dire que quand je rentre chez moi, ma préoccupation, c'est pas simplement de me dire, putain, est-ce que demain je vais avoir tel invité à telle heure, parce que le mec il va me planter, c'est sûr, mais c'est pas grave au fond, parce que je peux en avoir un autre. C'est est-ce que ma fille, la fièvre qu'elle a, c'est dangereux ou pas. Est-ce que ça se passe bien à l'école. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, ça a été qui vivait de ma passion. Moi, je me suis marié tard, j'ai eu des enfants relativement tard aussi, au-delà de 35 ans et tout. Mais donc, j'ai quand même beaucoup donné à mon taf pendant 15 ans où je faisais que ça. Mais ce moment-là, moi, a été fondamental dans ma vie. Et je pense que des fois, dans les analyses que même nous, on a vis-à-vis des joueurs, on a tendance à oublier ces choses-là, à savoir comment ça se passe à la maison, avec ton compagnon ou enfin ta meuf ou ton mec, et comment ça se passe avec tes gosses. Et mine de, des fois, quand nous, on vous taille, on ne sait pas comment ça se passe chez vous. Et moi, une fois sur deux, quand on vous déglingue, moi je me souviens de Pastore quand il était au PSG, on l'avait déglingué. Sa mère était gravement malade et il se tapait des allers-retours jusqu'en Argentine. Et je pense que ça, tu vois, dans la perception qu'on a dans notre boulot, qui est notre passion, bah, à un moment donné, il y a des choses qui se passent dans ta life et qui font que tu commences à percevoir les choses, pas de façon atténuée, mais différemment. Mm. Le professeur, vas-y, j'ai vu que tu Ah, c'est étais. beau, Ah c'est ouais, beau. là, on a chaud là. Qui peut répondre là entre les trois là? On a Qui le peut choix. répondre? On a chaud là. Tu sais, quand je vous dis ça fume, les gars, Nico Villa, c'est l'incarnation de ça fume. Moi, il est parti dans tous les. Mais tu as trop raison sur plein de points. Et c'est archi difficile de. Mais tu vois, tu parles comme nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, et pour te connaître depuis un moment, hein, moi, j'ai eu l'honneur d'être interviewé par Blogolo, Nico Villas. Non, mais attends, ça remonte. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi,
pourquoi pour moi, tu es légitime? Parce que je sais, et en plus, là, tu en parles comme un. Tu vois, comme tu expliques ta paternité, tu en parles comme un footballeur quand tu es bouffé. Est-ce qu'on peut dire qu'on est bouffé? Mais quand tu fais un métier passion, en fait, tu travailles pas, tu kiffes. Et donc, en fait, moi, je t'ai vu kiffer sur des interviews. Hey, tu vas aller à Beiramar ou pas? Ouais, j'ai entendu l'entraîneur des gardiens, machin. Tu sais, c'était le mec, il était. Comme tu es à fond maintenant pour un débat Ligue des Champions, PSG, Real Sociedad, parce que c'est la culture de l'instant, le moment, et c'est l'événement en France actuellement, et ben tu l'étais pour la préparation d'un mercato de club de seconde zone au Portugal, et tu me décrivais ce que c'était que de vivre à Aveiro. C'était super marrant. Et c'est un truc où, effectivement, quand tu es pris par ta passion, bah, du coup, tu comptes plus les heures. Et effectivement, après, il y a des espèces de checkpoints dans ta vie qui te font réaliser que c'est de la bombe d'être drivé comme ça, mais comment est-ce que je peux relativiser? Donc là, tu as presque parlé comme nous tous quand on se dit, c'est vrai que tu es bien joué ou que tu es mal joué, quand tu rentres à la maison et que tu as tes enfants qui te sourient ou tu as juste tes enfants heureux, tu te dis, ce que je fais, c'est secondaire, ou en tout cas, the purpose, la vraie raison pour laquelle je le fais, c'est pour ça. Et la vraie raison, les vrais gens que j'ai envie de satisfaire, c'est eux, c'est pas ces auditeurs. Donc, ouais, t'es parti dans tous ces trucs qui sont, je pense, super importants et avec lesquels we can relate. Tu vois, on sait exactement ce que tu vis par là et tout. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que t'as été vraiment bouffé par ton boulot? Je pense pas. Je pense que maintenant, Nico, c'est pas, tu représentes tous ces auditeurs que tu accueilles, non? C'est-à-dire que toi, tu es parti, tu étais un passionné. Tu étais là pour tous les challenges Opta. Ricky, il était là, Nico. J'en ai fait pas mal, ouais. Ouais. On a fait pas mal. C'est un truc où le foot, t'es pas arrivé, on t'a pas propulsé, tu dis ton daron. Tu dis à ma chaîne sport. Je me rappelle quand tu faisais les émissions Soir de Coupe, là. Hein, c'était avec Francesca et tout. Ouais. On avait rigolé aussi pendant la Coupe du Monde. Le mec, il connaissait tous les joueurs du Ghana. L'Algérie, c'était pas exactement l'équipe en vogue à l'époque, mais tu connaissais les joueurs sur le bout des doigts, même les Américains. On a beaucoup parlé de foot américain à l'époque de 2010. Il n'y avait pas grand monde qui connaissait les joueurs de MLS. Donc c'est un truc où, vas-y, est-ce qu'on n'est pas tous dans le même écosystème? J'ai presque perdu la question, Seb. Tellement, tu vois. Non, il est parti un peu partout, mais T'as vu moi, comment je vous enfume, les mecs? non, t'inquiète pas, on est prêt, on est 3 contre 1. Donc, même si tu en enfumes un, l'autre, il y a toujours 2 backups. T'es fou, quoi. C'est pour ça qu'on est à 3. Ça découpe, Ah, 3 t'es défensifs, là, je vois le délire. Bah, les gars, nous 4, super on finit en prison, je vous le dis, les gars. J'ai pas encore mon carton, t'inquiète pas, j'ai pas encore mon carton là, je me le réserve pour la fin du match. Mais non, mais après moi pour rebondir un peu ce que je disais. Vas-y, finis sur le truc, vas-y, Ricky. Ouais, tu veux qu'on fasse un CSC ou quoi, toi? Vas-y. Laisse-moi conclure. Non, mais après, non, sérieusement, pour appuyer ce que disait Quentin, c'est super important parce que moi aussi, on en parlait dans les autres épisodes de BMC par rapport à la paternité, tout ça. C'est vrai que ça joue beaucoup pour les joueurs, pour les footeux. Et pour ma part, moi, ça a joué grandement parce que moi, j'ai eu mes enfants au fur et à mesure de ma carrière. Et je me rends compte que plus je commence, parce que moi, j'ai 4 enfants, pour info, pour ceux qui nous écoutent. Et plus je commençais à en avoir, et puis je commençais à relativiser aussi sur ma carrière. C'est vrai qu'au début, moi, je me mettais beaucoup de pression. Surtout, en plus, moi, j'ai commencé, entre guillemets, tôt dans les gros clubs, tout ça, donc j'avais une grosse pression. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des enfants, c'est vrai que ça m'a plus tranquillisé. Ça m'a permis d'aborder ma carrière différemment. Mais, à contrario, le revers de la médaille, j'ai peut-être aussi l'impression que le fait d'avoir justement mes enfants, d'installer un côté familial, un côté, on va dire, prioritaire, j'ai un peu mis de côté un peu ma carrière, entre guillemets, dans le sens où peut-être que j'ai manqué un peu d'ambition dans ma carrière. Après, c'est aussi de part de mon caractère, tout ça. Donc, le fait d'avoir une famille, des enfants, tout ça, ça m'a aidé dans mon développement, tout ça, dans ma maturité. Mais est-ce que ça a joué dans ma carrière? Il y a de ça aussi, tu vois. Donc, c'est super intéressant ce que tu disais. Mais tu regrettes ou pas? Mais bien sûr. Non, non, je regrette pas, parce que maintenant, je sais que ce que j'ai eu derrière, c'est fort aussi, parce que c'est quelque chose de plus tangible, quelque chose de plus stable. Donc, forcément, à la fin, j'ai fait ma carrière. Mais est-ce que je l'ai optimisé comme je le devais, comme je le pouvais? Ça, je ne sais pas. Ça va rester quand même ma grosse interrogation. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai abordé maintenant les choses de manière plus sereine et aujourd'hui, je suis comblé. Justement, aujourd'hui, j'ai aucun regret parce que maintenant, pour moi, le plus important, c'est le développement de mes enfants. Moi, j'ai un fils là, il est quadrilingue, donc pour moi, c'est un grand kiff. Tu vois, maintenant, si tu me poses la question, est-ce que tu aurais voulu une grande carrière, mais seul, un peu malheureux, tout ça, mais avec le succès? Mais à contrario, avoir 4 enfants, des enfants, tu vois, avec le cerveau plein, quadrilingues, qui sont bien, qui sont en bonne santé, bah là, tu vois, la question, elle se pose, tu vois.
Et peut-être qu'il y a 10, 15 ans, 20 ans, ça aurait pas été le cas. Mais oui, parce qu'il faut qu'on. Et c'est pour ça que je veux toujours revenir à ce que toi tu fais, à ce que vous faites dans les médias, parce qu'il y a quand même un côté carriériste. Et moi, je veux savoir, il y a un côté carriériste, il y a de la compétition. Comme nous, il y a de la compétition entre nous. On a cette envie. Si tu es là, je pense qu'à un moment donné, tu as cette envie de progresser, tu as cette envie de. Je sais pas, après, peut-être que je parle trop, mais tu as cette envie de devenir un peu le meilleur. Et nous, tu parles de la paternité, et je comprends très bien ce que Ricky dit. C'est que pour moi, quand tu as des enfants, quand tu es vraiment compétiteur et que tu es compétiteur partout, ça veut dire que tu vas vouloir être là pour tes enfants, mais tu vas devoir lâcher quelque part. Tu peux pas être à 100% partout. C'est impossible. Et ça, c'est une décision et c'est un choix qui, quand tu commences à devenir père, bah, c'est difficile à accepter le fait c'est soit je dors, par exemple, et pour un certain temps, je dors et je dois mettre en priorité ma récupération et le fait de ne pas être là, etc. Et je vais le rattraper plus tard parce que j'ai une carrière courte, ou je suis présent pour mes enfants, je veux dire à 120%, comme le papa que j'ai envie d'être, ou la maman. Mais là, dans ce cas-là, de l'autre côté, tu vas lâcher quelque part. Tu peux pas être, pour moi, personnellement, et c'est William Gallas qui me disait ça, il me dit, Seb, le jour où j'ai eu des enfants, le jour où tu as des enfants, tu as un niveau, il y a quelque chose qui descend, quelque part, tu vois. Et je pense que ça, il faut en être conscient. Et ça, je voulais savoir de vous, cette compétition dans le monde des médias, tu vois, cette compétition, est-ce que tu la vis? Et comme tu dis, est-ce que tu la vis? Et comment quel regard tu as sur nous, les joueurs? Bah alors déjà la première partie du truc, bien sûr que tu as une forme de compète. Après, c'est chacun le vit comme il l'entend. Alors, vous me croirez ou vous me croirez pas. Moi, j'ai pas l'ambition d'être le meilleur. Moi, je vois pas du tout ça comme, comment dire. Moi, j'ai jamais été carriériste justement. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer, je pense, les gens au bon moment, et surtout, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui reconnaissaient le fait qui reconnaissaient mon travail. C'est-à-dire que c'est quand même un milieu qui est très fermé. Moi, j'avais aucune prédisposition sociale et sociétale à faire ce taf. Mon père est agriculteur, ma mère elle faisait du ménage. J'avais pas de piston, j'avais zéro connaissance dans ce milieu-là. C'est vraiment des rencontres et des concours de circonstances. Euh, j'ai commencé à bosser dans des médias lusophones. J'ai rencontré Daniel Riolo. Ma chaîne sport allait être lancée. Il venait d'acheter les droits du foot portugais et chercher un commentateur. J'ai fait un essai. C'est pas j'ai été pistonné, c'est j'ai fait un essai, j'ai été pris à la pige pendant des années. Après, j'ai signé un contrat. Et après, j'ai commenté du national sur place. Tout à l'heure, tu vois, Quentin, il disait un truc. Il dit, ouais, Nico, on pouvait parler de l'équipe d'Algérie, mais moi, gros, j'ai jamais autant kiffé ma vie de journaliste que quand je commentais les matchs de national sur ma chaîne sport, où j'allais dans les stades avec Raymond Domenech. Parce que j'étais sur place, j'étais au terrain et j'étais au contact des gens. Moi, j'en reviens toujours à ça. Moi, bah, j'ai pas fait ce boulot Ouais. contrairement à d'autres, hein, et que je critique pas, hein, par volonté de vouloir exister médiatiquement, pas par amour du journalisme. Je l'ai fait de base par amour du foot. Et pour moi, c'est une grosse différence. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais voulu faire carrière de journaliste, hein. Moi, c'est gamin. Je me suis dit, le foot, c'est ma passion. J'ai essayé de faire kiné, mais j'avais pas le bon bac. J'étais nul en maths et en sciences. Euh, j'ai voulu faire une école de management du sport, c'était trop cher. Et ben vas-y, je me suis lancé dans le journalisme. J'ai calculé mon truc, j'ai fait des stages, j'ai commencé à faire des piges et tout. Mais moi, de base, ce que j'aime, c'est le foot. Des carriéristes, ça existe, j'en vois, j'en côtoie, j'en croise, ils veulent exister, il n'y a pas de problème. Moi, je pars du principe qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais moi, je pense que si je suis encore là et j'arrive à me démerder, c'est déjà parce que je bosse et parce que surtout, je me prends pas la tête avec ces questions-là en vrai. Mais vraiment, hein, je vous jure, hein, c'est pas. Voilà, moi j'ai envie de continuer de vivre et bien vivre de ma passion et de pouvoir faire vivre ma famille de ma passion aussi. Parce que là où j'en reviens à ce que disait le Q et ce que tu disais Babas aussi il y a quelques instants, c'est que quand tu fais ce taf-là, bien sûr que ça te bouffe, mais quelque part, les gens qui t'entourent, ils font partie de ton équilibre, mais ils subissent ta passion. C'est-à-dire que tu as raison, hein, Sébastien. Moi, là, regarde, je vais partir à San Sébastien demain, je vais rentrer le lendemain, je vais pas pouvoir rentrer chez moi. Ma femme, elle va devoir gérer les deux gosses toute seule. Je vais rentrer le lendemain, je vais être claqué, je vais devoir dormir le matin, c'est elle qui va gérer encore. Et encore, je vais me lever et tout, mais tu leur fais subir. Ma fille, ça fait 3 jours qu'elle me fait la gueule parce qu'elle sait que je vais pas être là, ma grande, une nuit, alors que normalement, je suis là, tu vois. Donc, enfin, comment dire, tu fais subir ta passion. Tu peux. Tu as plusieurs façons de vivre ton taf, mais comme vous dans votre carrière, hein, vous avez croisé des mecs qui étaient plus individualistes que d'autres, qui reposaient juste sur le talent, d'autres sur le taf, d'autres qui ont fait jouer les contacts, ça existe aussi, hein. Il y a des mecs qui ont fait carrière parce qu'ils avaient le bon agent ou ils connaissaient l'entraîneur ou machin. Après, ça dure jamais longtemps, mais il y en a qui arrivent à survivre. Bah, là, c'est un peu pareil dans ce taf-là. Et après, moi, ce que je pense des joueurs, il y a un truc que moi, j'oublierai jamais. C'est pour ça que je te dis que moi, j'aime pas déglinguer pour déglinguer.
j'adore le débat, hein, c'est pas la question. Moi, j'aime le foot, et j'aime le foot parce que j'aime les footballeurs. C'est-à-dire que pour moi, la base de tout, dans la vie, et y compris dans le foot qui fait partie de la vie, c'est l'individu. C'est-à-dire que à la base des clubs, c'est des gens qui ont créé les clubs. Les rivalités, c'est des gens. Et c'est pour ça que la rivalité, pour moi, doit rimer avec respect. Et pour moi, si j'aime le foot, c'est d'abord parce que j'ai aimé les footballeurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, par exemple, j'ai pas de club. Moi, je suis pas archi fan d'un club, notamment à cause ou grâce à ça, par exemple. Donc moi, j'ai un profond respect pour les mecs qui ont réussi à faire carrière, qui ont fait des sacrifices, qui très tôt ont quitté leur maison, qui ont été dans des centres de formation. Voilà. Et ça m'empêche pas d'avoir un avis critique, hein, s'il faut l'avoir. Hein. Tu as fait un match pourri, ça arrive, c'est pas grave. Mais je vais pas dire pour autant que tu es une mauvaise personne, que tu es une fraude, que tu es une arnaque ou quoi que ce soit. Ou alors je peux le dire, mais sur le ton de la déconnade, à ma façon. Mais voilà, moi, je prends beaucoup de recul par rapport à tout ça, tu vois. Les gars, on a la chance de vivre d'être dans un milieu qui est quand même passionnant, passionné, parfois passionnel, avec les excès que ça comporte, quoi. Ouais. Moi, pour rebondir là-dessus, tu vois, parce que j'aime beaucoup, tu as souligné plusieurs fois déjà, tu as parlé de culture, tu dis que ce qui t'a drivé dans le foot, c'était la culture de l'environnement, comprendre l'environnement et tout. Est-ce que c'est ce qui t'a poussé à écrire aussi Dieu Football Club, le racisme dans le football, le livre sur Mourinho, le livre sur Cristiano? Est-ce que c'est pour pousser un petit peu plus la réflexion? Parce que la culture, dans ce podcast, on aime trop en parler, nous, c'est culture des clubs, culture de vestiaire, l'importance d'arriver dans un endroit et de se dire j'appartiens à cette organisation. La différence entre les clubs qui ont vraiment un vécu ou qui ont vraiment une empreinte forte et ceux qui cherchent un peu tout le temps, et on réalise nous dans le temps, hein, que pas mal dans les clubs où tu as eu des résultats, il y avait même cette culture familiale comme tu disais à ma chaîne sport ou quoi. Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse particulièrement? Ouais, bien sûr, l'aspect culturel est pour moi est fondamental. Après, c'est pareil. C'est marrant parce que je réfléchissais à ça hier, parce que j'ai plein d'idées de livres. Tu as une volonté de transmettre la culture. Après, moi, pourquoi j'ai écrit les bouquins? Déjà parce que j'adore écrire. Avant, moi, j'avais la chance d'écrire dans France Foot, qui paraissait de façon bi-hebdo, puis mensuel, puis de façon épisodique. Moi, j'adore écrire d'une façon générale. Et après, c'est surtout, euh, on vit dans un monde où tout va très vite et où il y a un espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'accès, de possibilités d'accès à l'information. Il n'y a jamais eu autant de chaînes, de radios, etc., de supports médias d'une façon générale permettant d'avoir l'info. Et pourtant, on n'a jamais eu aussi peu de temps pour bosser les infos. C'est-à-dire que il faut que ça aille vite, si tu veux. C'est-à-dire il faut aller plus vite que l'autre. On est dans une concurrence à tout niveau. Il faut avoir l'info avant l'autre. Il faut réagir. Tu vois, on n'a pas le temps de se poser, de faire des débats de fond, des questions de fond. Et moi, les livres ont permis d'assouvir finalement cette frustration. C'est-à-dire, je me suis dit à un moment, putain, un sujet aussi important que le foot et la religion, le foot et le racisme, ça mérite plus qu'un débat d'une heure. Même, alors qu'une heure, c'est beaucoup. Hein. Ça mérite plus que 4 ou 5 intervenants. Donc il y en a plus d'une centaine dans chacun des livres. Mourinho, c'est ok, on connaît José depuis Chelsea, le Special One, c'était qui avant? Donc pareil, plus d'une centaine de témoignages. Je prends le temps d'écrire mes bouquins. Moi, c'est pas des livres de commande. Hein, moi, j'écris mes livres. Je prends 2, 3, 4 ans pour les écrire, et après, je cherche un éditeur. Ça, il veut pas. Je fais pas ça pour l'oseille parce que ça me rapporte que dalle quand je vois le temps que j'y passe. Mais voilà, c'est une façon de vouloir transmettre ça, de vouloir faire, voilà, de transmettre ça aux gens, de leur vouloir faire comprendre aussi tout ça. Mais parce que, encore une fois, moi j'ai eu la chance de toucher à tous les médias, que ce soit audiovisuel, radio, web, tu vois, magazine, que ce soit hebdo, quotidien, j'avais un blog et tout, tu disais blogolo tout à l'heure. Enfin, toutes ces choses-là ont fait que. Et ouais, écrire, moi j'adore ça et ça me permet de le faire aussi. Ouais, finalement, tu as raison, c'est une façon de le transmettre aussi. Ouais. Et moi, Nicolas Villas, c'est Portugal. C'est Portugal. Attends, frère. Non, mais c'est vrai, parce que quoi qu'on dise, tu as grandi à Paris. Et quand nous, quand on jouait à Paris, quand on était jeunes, il y avait toujours des clubs des Il y Portugais. avait toujours un Lusitanos. Un Lusitanos quelque part. Tu vois, il y avait toujours un Lusitanos quelque part. Portugais 2. Les Portugais de Persan, les Portugais de tel. Et toi, tu l'as dit, tu supportes le Portugal. Et on le voit bien quand les gens, on te connaît aussi comme le Portugais, tu vois. Tu parles de culture, tu parles de transmission. Et tu l'as dit tout à l'heure, bah, tu as grandi dans cet environnement. Et on a tous grandi avec des Portugais. Si j'avais été au quartier, comme il y a des Camers, il y a des Congolais, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Algériens, des Tunisiens.
il y a des Portugais. J'en profite, parenthèse, attends, pause. J'en profite parce que j'ai un bon ami à moi, un de mes meilleurs amis à l'époque, ami d'enfance, Rémi Ferreira, qui écoute le podcast. Un gros big up, c'était mon voisin de palier à l'époque, à Cheville-la-Rue. C'était mon meilleur pote, on jouait au foot ensemble, et son père, fan de Benfica de fou. Comme mon grand-père d'ailleurs, mon grand-père aussi capverdien, donc forcément portugais, tout ça, fan de Benfica. Donc big up à Rémi Ferreira, s'il m'écoute, on est ensemble. Voilà. C'est bon, vas-y. Merci Ricky de me donner l'autorisation de continuer. Et Ricky, il coupe trop. Ouais, il fallait que je le dise, sinon j'allais oublier. non, Sinon. oui. Et Quentin, pas de big up à madame, rien. Non. Et moi, je voulais pas couper la parole, mais tu sais très bien que j'allais dire, on a tous grandi avec des Portugais, il y a des fous qu'on a mariés, tu vois. Il y a des fous qu'on marie. Auteur de parents, big up, d'accord. Donc ouais, parle-nous un peu cette passion, parce qu'aujourd'hui, enfin cette passion, ce cœur, moi je veux pas comprendre, je comprends, mais je veux que tu nous rentres un peu dans les insides. C'est quoi pour toi d'être portugais et de le vivre comme ça, parce que ça donne limite ta unique selling proposition, dans le sens, ça donne ton côté, vas-y un peu, tu vois, latin. Tu as parlé du côté latin, et là tu as parlé de José Mourinho, tu as fait des livres sur le racisme, et tu fais souvent des comparaisons. Vas-y, talk to us, explique-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Après, moi, comme je te dis, vu que c'est lié aux origines, et moi, de base, je me souviens d'ailleurs, tu vois, pareil, quand je te racontais les panini, moi, je me souviens de mes vacances, donc on partait au Portugal avec mes parents. Souvent, ça durait qu'une semaine parce que mon daron, il fallait qu'il vienne cueillir les fruits. Son patron l'appelait à l'arrache, ce qui rendait ma mère ouf d'ailleurs, parce qu'on faisait les voyages en bagnole, hein, bien sûr, hein, sur la nationale, dans les R5 et tout, là. Et le premier truc que je faisais, j'achetais des guides de foot qui sont épais comme as là-bas, tu vois. Donc, il y avait, donc tu avais tous les effectifs, les logos, les écussons et tout. Je m'amusais avec. Moi, l'une de mes premières passions, c'était de dessiner des maillots en rapport avec les écussons. Je m'étais inventé un logo, une marque et tout. Enfin bref, un délire total. Moi, j'adorais ça. Moi, je suis très culture du maillot aussi. Pour moi, ça a vachement de rapport avec la culture. Tu vois, l'histoire des écussons, d'avoir des maillots qui ont rien à voir avec tu vois, des fois, je voyais des maillots, je me dis, mais putain, mais d'où ils ont un écusson vert et rouge et ils jouent en bleu, sérieux? Tu vois, des fois, ça me rendait ouf. Je me dis, ils respectent pas. Non, mais sérieux, j'étais gamin, je me disais, mais les mecs, ils respectent pas, quoi. Enfin, bref. Et après, bon, tu commences à comprendre le délire du merchandising et tout. Et donc, ça vient de là. Et ouais, forcément. Alors, moi, si tu veux, j'ai grandi là-dedans et j'ai grandi dans une forme enfin, pas dans une forme, dans une totale frustration étant gamin. Pourquoi? Parce que, donc, moi, c'était une façon de me rattacher à mes origines. Donc, fan de l'équipe du Portugal, puisqu'à la maison, on parlait portugais, tu vois, c'était ma langue maternelle. Moi, je suis arrivé en maternelle, je parlais pas un mot de français, hein. Tout le monde, mes parents m'ont parlé portugais, chose que je fais pas avec mes gosses, que je regrette d'ailleurs. Donc forcément fan de l'équipe du Portugal. À la maison, ils étaient très FC Porto. Mon père était très FC Porto parce qu'on est du Nord et tout. Enfin bref, pour plein de raisons un peu politiques, régionalistes, etc. Et moi, si tu veux, jusqu'en 2016, mec, moi j'ai toujours vu le Portugal se faire taper par la France et toujours dans des circonstances dramatiques. Alors 84, j'avais qu'un an, donc j'ai pas vu la demi-finale avec le doublé de Domergue à l'Euro. En revanche, 2000, frérot, la main d'Abel Xavier, tiens, elle est encore là, parce que tu te dis, et c'est marrant parce que je l'ai eu il y a pas longtemps encore, et je lui dis, mais Abel, sérieux, mais. Et il dit, écoute, moi je te dis pas qu'il y a pas main. Je te dis que le ballon il vient à ma main. Et lui, il est toujours dans le truc mais si ça avait été l'inverse, jamais de la vie l'arbitre il aurait sifflé. Genre, tu sais, en mode victime, tu vois, nous on était les petits, ce qui était vrai dans les années 2000. Hein. La génération dorée qui a jamais rien donné, qui avait été championne du monde junior en 89 et 91 avec Carlos Queiroz. Après, 2006, pour nous, jamais de la vie, il y a penalty. Jamais de la vie, il y a faute de Carvalho sur Henry. Si, encore Zizou qui nous fait la zermie. Ça a été que des trucs comme ça. Je te parle même pas des matchs amicaux au Stade de France où on mange un 4-0. Le 95, je crois, ou 94 au Parc, avant l'Euro 96, où pareil, c'était l'un des premiers matchs que je suis allé voir étant gamin. On était au Parc en plein hiver, en novembre et tout. Maillot olympique à l'époque du Portugal, là, les trucs, enfin bref, où ça perd encore. Alors, même les amicaux, tu te faisais taper, frérot, dans des circonstances de merde, tu mènes, tu te fais taper. Et puis 2016, donc là en plus, moi je suis déjà dans le taf. Et donc tu es obligé finalement, en fait c'est ça que les gens ont du mal à capter, c'est que c'est une rivalité sportive. C'est-à-dire quand tu es en France, que tu es né en France de parents portugais, que tu es d'origine portugaise, que tu supportes l'équipe du Portugal, dans les années 90, tu es obligé de voir l'équipe de France comme une bête noire et comme un rival. Alors que les Français s'en tapent. Hein. Pour eux, c'était des petits, si tu veux. Tu vois, c'est marrant, je dis eux, comme si j'étais pas français. Mais je parle de foot, encore une fois. Et pour nous, en fait, c'était la victime et tout. En revanche, ça c'est très important, parce que ça, les gens ont du mal à dissocier les deux.
Moi, je suis portugais, je suis fier de mes origines, j'ai la double nationalité. Mais tu vois, je vote pas au Portugal parce que j'y vis pas, mais et même parce que j'ai pas de conscience politique. Je suis marié à une Française, tu vois, bretonne et normande, on fait pas plus français. Voilà, cliché, oui. Euh, mes filles, bon, elles ont pas encore la nationalité portugaise, peut-être qu'elles l'auront un jour si elles le veulent, si elles le souhaitent, à moins que j'aille on s'installer là-bas d'ici là. Mais tu vois, j'ai même pas le réflexe de leur parler en guèche alors que c'est ma langue maternelle. Mais je me considère pas plus l'un que l'autre, tu vois. Ça dépend de quoi on parle. On parle de foot, tu me dis, ouais, si demain il y a un France-Portugal, mais il y a même pas photo. Mais si tu me dis, je sais pas, on parle politique, non, là, politique au Portugal, c'est pas que je m'en fous, mais je m'y intéresse pas, tu vois. Euh, Hmm. mais moi, je me sens les deux, tu vois, je suis tiraillé, j'ai pas. C'est comme si je te disais, j'ai choisi entre ton père et ta mère, je peux pas, en fait. On parle de foot, c'est une chose, mais tu vois, par exemple, on parle de clubs. Moi, les clubs français gagnent en Coupe d'Europe, je suis très content pour eux, tu vois. En plus, c'est mon taf, je fais plus de foot portugais, moi, aujourd'hui, en vrai, depuis des années, dans mon boulot. Mon boulot, c'est le foot. Donc, tu vois, j'ai pas de. Je me sens vraiment les deux dans la vie. Ouais. C'est pas parce que j'aime l'équipe du Portugal que je me considère plus portugais que français, par exemple. Ça, les gens ont du mal à le percevoir. C'est Tu ça parles un maintenant peu le nouveau plus trend. On dit plus ouais, je suis 50-50. T'es 100% français, 100% portugais. Exactement, t'as tout On peut causé. être 100% américain, 100% français et ainsi de suite, quoi. Tu des vois? Cambodgiens et Ouais, moi, c'est différent, Mobli. Moi, c'est Ricky. Tu moi, c'est commences à 400%. découper, Moi. il est à 500% le mec à la fin, tu vois. Mm. Moi, je suis le monde, moi. Par contre, Nico, je voulais te demander, il y a une rivalité France-Portugal, les Américains aussi, vous l'avez encore en travers un peu ou Non, toutes non, ces non. années Oh, on s'en fout des petits pays, nous, t'as vu. Là, les avec petits. la Coupe du Monde, les Américains quand ils tombent sur le Portugal, ils disent on va faire une bonne Coupe du Monde du coup. Ouais, mais c'est Ouais. différent. C'est pas la même périodicité, c'est pas la même proximité. Non, là, en revanche, t'as l'espèce de. Mais en plus, tu sais que je dis ça en déconnant, mais les mecs, en vrai, quand ils tombent sur les Américains, ils ont un historique de merde. C'est pour ça que je te dis, des fois, la culture, ça joue vachement l'aspect historique. Ils se disent, ouais, c'est bon, t'inquiète, ça va passer. Et puis à chaque fois, ça passe jamais, quoi. Donc c'est le truc un peu chelou à chaque fois. Mais t'as une espèce de complexe de supériorité. Tu vois, chose que t'as pas bah, avec la France, l'Espagne, tu vois. Enfin, t'as été dans l'ombre de tous ces pays-là, mais tu vois, après, quand tu regardes, ça qui est marrant aussi, on parle de culture foot et tout, en réalité, et hier je pensais à ça, le foot en vérité, c'est pas un. Enfin, on parle de culture, mais gars, c'est un truc qui existe depuis 150 ans. Hein. C'est pas non plus, on parle pas comment dire, tu vois, d'habitudes séculaires. Tu vois, tout à l'heure, tu disais le Q, ouais, moi, des fois, je passe dans un club, je sens qu'ils ont la culture de la gagne, mais tout ça, c'est cyclique. Ok, peut-être qu'ils ont gagné pendant 30 ans, Mhm. mais ça se trouve, ce club, dans 20 ans, 10 ans, il n'existera plus. Tu vas tomber sur Ouais. un propriétaire, parce que maintenant, c'est ça la mode. Hein. Faut tout se vend, tout s'achète. Tu tombes sur un mec qui va en faire son jouet, le club, il coule. Et ton club, il a disparu et t'en as un autre qui va recommencer avec une habitude. Ça, on en reparlera dans 100 ans. Ça se trouve, le foot aura disparu. Hein. On ne sait pas. Hein, ça va être. Il y a un autre truc qui va prendre le relais. C'est mine de. Enfin, dans la réalité spatio-temporelle historique, ça reste quand même une activité qui est relativement moderne et récente, hein, le foot. Hein. Les habitudes sont pas totalement ancrées encore. Hein. Ou alors, elles ont changé. Bah, Ouais, elles ça sont en évolue. Hein, tu le constante vois avec évolution. les règles, hein, bien sûr. Elles sont en constante évolution. Quand tu vois ils sont toujours là à l'affût pour créer des nouvelles règles, pour amener une certaine innovation, rendre le foot beaucoup plus, soi-disant quote, attractif, avec des choses qui changent. C'est le changement qui fait que tu restes en gros sur tes appuis. Tu vois, tu es toujours là à vouloir changer. Donc ça veut dire que, pour aller dans ton sens, oui, c'est qu'il n'y a pas un réel tronc bien gardé, tu vois, bien ancré dans le sol, qui fait que ça, on va pas y toucher. C'est modifiable. Mais Ah bah, dessus, on peut te modifier pour pas faire aussi éclater la bulle, en fait. Parce que, comme il a dit, il y a un moment donné, le foot, il sera même plus attractif à trop vouloir le changer. Je pense qu'il faut quand même garder un côté un peu authentique, même historique, hein, s'il faut, pour avoir aussi encore cette tradition du football. Hein. ouais, mais c'est parce que Tu sais, c'est on parce que ça parle fait des trop Super longtemps. League, on parle des trucs comme ça, on parle des changements, ça peut porter Ouais, mais à. regarde, en vrai, Ricky, regarde, moi, je suis totalement contre, hein, par exemple, l'idée de la Super League. En plus, je vais te dire, alors, je suis contre, et d'un autre côté, je pense que l'UEFA, ils ont déjà fait ça en 2001 quand ils ont réformé la Ligue des Champions. C'est-à-dire plus de place pour les plus gros, les plus gros et les plus riches, et les autres, Ouais, ils c'est ont vrai. qu'à regarder devant la Ouais. télé et crever la bouche ouverte. Mais en réalité, elle existe déjà, si tu veux, dans les faits. Mais si tu veux, le débat qu'on a sur la Super League, et pourtant, encore une fois, c'est pas mon délire, c'est les mêmes débats qu'il y a eu quelques années en arrière, enfin quelques décennies en Ouais, arrière ouais. sur d'autres thèmes. Quand on a dit ouais, la règle du hors-jeu doit changer, le gardien prend pas le ballon à la main, ou est-ce qu'il faut accepter Ouais, mais là, il les, y avait une cohérence, là, quand même. bah, y en a qui Pourquoi? t'en diront que non. C'est Tu vois, surnaturel, on va dire. Pourquoi? Faire une ligne fermée, c'est quand même différent que parler d'un ballon en retrait ou d'un hors-jeu, tu vois. regarde, alors je te prends un autre exemple.
Là, la FIFA, ils ont commandé une enquête, je sais pas auprès de qui, comment, machin. Les matchs de foot sont trop longs. Les jeunes, ils considèrent que c'est trop long. Et ils vont faire que les matchs, ils durent 1 heure. Et beaucoup disent non, finalement, c'est pas une bonne idée. Enfin, là où je rejoins Sébastien, c'est que finalement, tout évolue. Alors oui, tu gardes un tronc Ouais. commun, mais pour moi, le tronc commun, c'est quoi? C'est juste que les mecs qui ont le pouvoir, ils veulent le garder. Hein. On va pas se mentir. Hein. C'est juste ça ce qui change. Et ceux qui ont de l'oseille, ils en veulent encore plus. Et que tout est en train d'être Ouais. conditionné par ça. C'est-à-dire qu'il y a plus de. Tu vois, avant, tu avais une alternative. Alors, le foot était plus politisé jusqu'à la chute du rideau de fer et la fin Ouais. de la chute du bloc de l'Est. Mais tu avais une alternative à un modèle libéral, économique, où finalement la dimension était plus politique. Ça ne veut pas dire que c'était mieux, mais tu avais finalement, si tu veux, le fait que avant tu aies une rivalité qui était plus politique au niveau du foot, quand un club de l'Est rencontrait un club de l'Ouest, c'était plus que qui va vendre le plus de maillots, qui va gagner la coupe et avoir le truc. C'est-à-dire que tu avais une dimension qui allait au-delà du foot encore. Aujourd'hui, tu n'as plus Ouais. ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est qui va gagner, qui va avoir le plus d'oseille, et viens maintenant, on fait notre ligne entre nous. De toute façon, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a plus que nous qui sommes sur le Ouais, qui est marché. la plus grosse marque? C'est parce Voilà. que les clubs, maintenant, c'est devenu des marques. C'est un truc assez ouf. Et moi, pour le vivre pas mal aux États-Unis, enfin, en MLS, où c'est le culte les Dallas Cowboys, ils n'ont pas gagné un Super Bowl depuis je sais pas combien d'années, mais c'est la plus grosse franchise sportive au monde. Tu vois, c'est le club qui a la plus grosse valorisation. Et Ouais. donc, pour beaucoup, c'est un succès. C'est un succès. Bah, Donc, moi, c'est ma peur. Hein. Moi, c'est ma principale crainte qu'en Europe, c'est que les clubs ne représentent plus les villes. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, quand on va parler d'un club, on va dire, ah bah c'est Redbird. On va parler d'un club, ah c'est Blueco. Alors non, le Racing, enfin c'est Strasbourg, quoi, tu vois, avec tout ce que ça comporte. C'est Strasbourg-Alsace. Mais moi, la crainte que j'ai, après peut-être qu'encore une fois, on fait peut-être les vieux cons, mais c'est réel, hein, parce que ça peut porter à la confusion aussi. Hein. Il y aura plus de sentiment d'identité après, donc il y aura plus de supporters. Le foot, ça va devenir fade. Moi je kiffe quand je vois un club de Paris, PSG, du coup, jouer contre Marseille ou jouer contre Bordeaux, des Rennes, tout ça. Mais si tu vois que Toulouse, ça va devenir Redbird. C'est seulement un club de Redbird, tu vois. Ça va être moins attrayant. Enfin, moi, c'est mon opinion en tout cas. Tu vois que les clubs, que les villes ou les territoires perdent en fait l'essence de leur club en fait. Nico, Tu vois ce que je veux dire? Nico, si dans un monde idéal, toi qui es là, qui est un penseur, pour moi, tu fais partie des penseurs du football, tu fais partie vraiment des puristes. Tu vois, on a parlé de ton QI football, d'où il vient, la manière dont tu analyses le foot et son environnement. Parce il y a le foot sur le terrain et il y a le football dans son ensemble. Parce qu'il faut bien faire la part des choses. Je pense que même dans le monde des médias, il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise pour analyser le football sur le terrain. Et c'est pour ça il y a de la place pour tout le monde, comme tu l'as dit. Et ceux qui sont moi, par exemple, je serais beaucoup moins à l'aise pour analyser l'environnement footballistique. Tu vois, tout ce qui est culture, etc. Enfin, j'ai ma part d'expérience. Mais toi, maintenant, si je te donne une baguette magique, qu'est-ce que, comment tu, si je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais du football? Quel serait ton football idéal? Je te parle pas sur le terrain, je te parle dans tout son ensemble, dans sa structuration. Qu'est-ce qui représenterait la tête de Nico Villas via le football? Alors, déjà, pour moi, il faudrait que. Alors, en plus, je vous dis ça à vous, le Q, tu joues encore, mais il faut que pour moi, on réfléchisse plus au rôle qu'on veut donner aux footballeurs. Et ce, quel que soit son niveau. À savoir, vous avez des carrières courtes, euh, avec une période de la petite mort, la fin de carrière, qui est toujours difficile à gérer et à appréhender. Euh, et pour moi, il faut vraiment réfléchir au rôle qu'on veut lui donner à la société, alors par et pour la société. C'est-à-dire que, de par l'activité que vous exercez, l'exemplarité que vous avez, que vous le vouliez ou non, vis-à-vis des gamins, quel que soit votre niveau, l'enracinement local que vous avez, ce que tu disais Ricky par rapport au club, et moi j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, la base de tout c'est l'individu. Je pense qu'il faut réfléchir au rôle qu'il faut donner au footballeur dans l'écosystème dans lequel il est, c'est-à-dire au niveau local et au niveau, même au niveau national, en fonction de sa notoriété. Bien sûr qu'un Mbappé, il n'aura pas la même influence que peut avoir un joueur de Ligue 2 ou de National, mais n'empêche que le joueur de Ligue 2 et de National, il a un rôle à jouer là où il est également. Pour moi, ça c'est vachement important. Déjà parce que ça veut dire que le joueur lui-même, il sait ce qu'il va faire de sa carrière, mais aussi de sa vie, c'est-à-dire ce qu'il veut faire derrière. Après, ça n'empêche pas lui de vaquer aux occupations qu'il entend avoir. Mais pour moi, ça, c'est un truc qui est fondamental. C'est un débat qu'on avait beaucoup dans les années 70-80, dans des débats philosophiques que certains penseurs du foot avaient également, à savoir à se dire, OK, le footballeur et les footballeurs, ça va jusqu'à 30-35 ans, et après, qu'est-ce qu'il fait
pour lui et qu'est-ce qu'il fait pour la société. Et si tu veux, alors il y a cette première chose, et derrière ça, bah, il y a aussi le rôle des clubs. C'est-à-dire que moi, demain, si je pouvais, c'était déjà, il n'y a pas de multipropriété. Euh, le rôle et l'influence des agents, il faut trouver un moyen pour régler ça, parce qu'au final, plus il y a de transactions et plus il y a de commissions. Tu limites le nombre de transferts dans une année pour un joueur, tu limites le nombre de commissions, tu fais un vrai, tu réglementes véritablement le rôle d'agent et les intermédiaires, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de, tu vois, là, sans cesse la surenchère, le nombre d'intermédiaires qui se multiplient, etc. Et pour moi, et l'arrêt Bosman a été révolutionnaire en tout point de vue là-dessus, mais ça a tout dérégulé encore une fois. C'est-à-dire qu'il faudrait, je sais pas moi, je peux pas parler à votre place, mais vous avez découvert plein de pays, plein de choses, plein de trucs différents, mais je suis sûr qu'il y a un moment de votre carrière où vous étiez bien dans un club et vous avez été dégagé pour plein de raisons, parce que tu as un agent qui devait faire venir un autre joueur et machin, alors qu'en vrai, t'aurais, ça se trouve, voulu rester là où tu étais. Je sais pas, mais c'est-à-dire que t'es dans l'instabilité, la précarité permanente et pour des mauvaises raisons. Ouais, voilà, il y a toute une. En fait, en réalité, moi, j'aimerais un truc, un foot qui est pour d'autres aspirations que le business et l'oseille en lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est dicté par ça. Un vainqueur, t'en as qu'un, on le sait déjà. Mais aujourd'hui, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, bah, c'est toi, Quentin, par rapport aux Cowboys de Dallas. Les mecs, ils gagnent plus un match. Et en réalité, c'est même pas très grave. Je veux dire, pour moi, le résultat, il va au-delà de. Parce qu'un vainqueur, un championnat, t'en as qu'un. Hein. Tu as 18 ou 20 équipes, t'en as qu'un qui gagne. Mais tu peux gagner de plein de façons différentes. Tu peux marquer les esprits par les émotions, par un match, par un parcours qui n'était pas prévu. À la limite, même si tu gagnes au bout, c'est pas grave. Mais si ton seul objectif, c'est de gagner de l'oseille, bah, t'imagines vers quoi ça tend. Ça tend vers des. Bah, vas-y, bah, faut tout multiplier. Enfin, moi, je t'avoue que, et on en revient finalement au tout début, peut-être que ça fait discours de vieux con, mais moi, je vous dis la vérité, les gars. Je m'identifie de moins en moins et j'ai de plus en plus de mal euh, avec le foot d'une façon générale. C'est toujours les mêmes qui gagnent. Et surtout, je trouve que c'est de plus en plus, de moins en moins équitable et juste. C'est-à-dire que euh, autant le système américain, la ligue fermée, on en revient au truc sur la Super League. Ok, c'est dégueulasse parce que c'est fermé et tout. N'empêche que les Américains, dans leur délire de système fermé, bah, tu as le système de la draft. En gros, celui qui a fini dernier, il a la priorité. Tu as un système équitable finalement. C'est-à-dire que celui qui a été le plus pourri, c'est lui qui a l'objectif, qui a la possibilité de recruter le premier joueur qu'il veut. C'est une façon de rééquilibrer finalement un peu les choses. Même si l'objectif final pour les Américains, c'est de faire de l'oseille, même eux, ils ont compris que l'esprit du sport, c'est pas juste l'oseille. Les transferts, attends, tu te rends compte qu'on parle du pays le plus libéral du monde, ultra libéral. Il y a un plafond salarial, il y a un salary cap. Tu mets pas autant d'oseille que tu veux sur les transferts. Et même nous en Europe, on se dit, on a inventé le football. Ouais, nous, on n'est pas des Américains, on n'est pas des ultra-libéraux. Et au final, le système est complètement dérégulé. Et on part dans des délires. On vend des joueurs à 300 millions, on les paye 150 millions par an. Alors que pour des joueurs qui n'ont même pas gagné la Ligue des Champions, un ballon d'or. Enfin, tu te dis, c'est complètement. C'est plein de paradoxes. Ça part dans tous les sens finalement. Et c'est pour ça que je te dis, des fois, la Super League, encore une fois, je suis contre parce que pour moi, la logique européenne de se dire il faut que tu puisses atteindre le top par ton propre mérite et tes résultats, ça reste quand même ce qu'il y a de mieux. Mais après, il faut un système où tu as quand même un peu d'équité, quoi. C'est pas on donne 4 places de Ligue des Champions, 4 championnats qui sont les plus riches où il y a déjà les clubs les plus riches. C'est pas possible, les gars. C'est pas à un moment, tu vois, c'est ça qui est fou. On a des réflexions aujourd'hui chez les décideurs du foot de se dire putain, c'est marrant, vous avez remarqué, les mecs, ils s'en foutent du foot, ils s'y intéressent plus. Mais c'est normal, c'est toujours les mêmes qui gagnent, mec. Dis pas qu'à un moment, ton championnat il serait plus kiffant si ton supporter qui est en Slovénie, au Portugal, aux Pays-Bas, en Écosse, il se dirait putain, notre club, même le plus gros, il pourrait avoir une petite chance de gagner une Coupe d'Europe. Pourquoi? Et d'ailleurs, et c'est là où j'en reviens, où je te dis que les systèmes sont vérolés de l'intérieur. Quand tu vas à l'intérieur même de ces championnats-là, qui est-ce qui gagne? Mais c'est pareil, c'est toujours les mêmes. Parce que le système dans les championnats est déjà fait de la même façon. Les plus gros commandent tout déjà, d'une façon ou d'une autre, via les droits télé. C'est-à-dire que les plus puissants ont fait en sorte d'asseoir leur pouvoir. C'est pour ça que je vous disais, le foot, finalement, c'est un sport qui est encore très récent, où les mecs qui ont été puissants il y a 30-40 ans, ce qui est quand même récent, ils font en sorte d'asseoir leur pouvoir. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça que ça commence à devenir chiant. C'est vrai. Mais quand tu vois, tu parlais du football qui revient à l'individu, parce que tu parles du fait qu'il soit récent. Quand tu vois le développement, et ça c'est bien, c'est ton idéal, comme ce que tu aimerais faire, et c'est bien, tu vois, on t'a donné un truc, tu t'es parti dans ton idéal, ce que je comprends, est-ce que ça ne reviendrait pas à dire et à penser qu'au final, si tu travailles l'individu,
tu travailles la façon de penser parce que tu parles de old school, ça c'était avant. Comme c'était plus, enfin, tu passes pour un vieux con parce que au final, c'est récent et ça tâtonne. On tente des choses, tu vois, ça tâtonne. Et c'est là où on dit, ouais, c'est jeune le foot au final dans le spectre du monde. C'est jeune, donc au final, on va tâtonner. Et là, si on n'éduque pas l'individu, et l'individu qui va être à la tête des clubs, tu vois, à la tête de ces institutions-là, bah bien sûr que vu que là, c'est en train de s'enraciner, bah, on tend vers ce que tu viens de dire, qui est, oui, pour le coup, pour quelqu'un de ton époque, ou de notre époque, tu vois, ou des anciens, bah, ça va faire un décalage. Et je pense que c'est ça, quand on parle vraiment de mondialisation, d'évolution du football, faut comprendre, c'est moi ce que je comprends de ton discours, c'est que ouais, le foot, c'est jeune. Donc au final, Ouais, mais Babas, regarde, tu parles d'éducation. Mais aujourd'hui, tu les éduques à quoi et comment? C'est-à-dire que nous, gamins, et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'était mieux. Mais tu vois, en fait, aujourd'hui, contrairement à nos gamins, tu as plus de facilité d'accès à l'information. Il y a des choses finalement, tout l'aspect dont je te parlais, historique, culturel, qui est lié au foot, même si c'est récent, tu as des histoires t'as des clubs qui ont une histoire. Moi, par exemple, gamin, il y a des clubs que j'aimais suivre parce que je savais qu'ils étaient d'origine ouvrière. C'est con, hein, mais je me disais, putain, c'est un club qui a été fondé par des supporters, c'était des ouvriers, c'était les pauvres contre les riches. Il y a un moment, en fait, si tu veux, tu vois, à chaque fois quand tu demandes à un mec, t'es Boca ou River, tout le monde, les mecs qui suivent le foot, ils savent que Boca, je schématise à mort, ça veut plus rien dire aujourd'hui. C'était le club des pauvres contre le club des riches. Les millionnaires contre les Cheney, c'est ok, avec la dimension génoise, tout ce que tu veux. Mais si tu veux, il y avait une autre dimension. Le Celtic Rangers, c'était les cathos contre les protestants. Tu avais une forme d'identification. Aujourd'hui, les jeunes, tu les éduques à quoi? À la stat? À leur dire, ouais, tel club, il est meilleur parce qu'il fait plus d'oseille qu'un autre. En fait, tout est chiffré aujourd'hui. C'est-à-dire que tout est matérialisé. Il n'y a plus la dimension, si tu veux, encore une fois, qui, pour le coup, n'est pas quantifiable, qui est totalement culturel, pour le coup, tu sais que ce club-là, il a ça comme histoire. Et j'en reviens même aux joueurs. Tu vois, même le joueur, c'est-à-dire, aujourd'hui, on juge d'un joueur à travers ses statistiques. Mais moi, attends, moi, gamin, il y a des joueurs que... Pourquoi Rui Barros, c'était mon joueur préféré? Mais c'est pas parce qu'il marquait 50 buts par saison. Alors déjà, parce que c'était l'un des rares Portugais qui joue en France, mais parce que c'était un joueur qui était altruiste sur le terrain, mais parce que parce qu'il était tout petit, qu'il avait été recalé de son centre de formation. Il était bouboule un peu, hein. Ouais, pas trop, il était assez frêle quand même. Quand il va à la Juve, c'était un transfert record, mais il s'était fait déglinguer, et il avait été insulté par son truc. Enfin, t'étais obligé de t'intéresser à l'histoire du mec. Tu vois ce que je veux dire? Les stats finalement ne passaient qu'au second plan. Moi, j'adorais Gerrard parce qu'il avait son histoire avec Liverpool. Tu vois, aujourd'hui, on a tendance à vouloir perdre toute cette dimension qui finalement est quelque part romantique, mais qui n'est pas quantifiable à la stat. C'est-à-dire que maintenant, faut aimer un joueur parce qu'il a fait 30 km dans le match et parce qu'il a fait 10 passes D, il a marqué 35 buts. Bah non, je suis désolé. Moi, j'ai envie d'aimer un joueur parce qu'il me fait vibrer, il me donne des émotions. Et les émotions, c'est pas juste marquer des buts, quoi. Tu vois? Comme ceux qui disent que Totti, c'est pas une légende, quoi. Ça, c'est ouf. Il y a des mecs qui disent ça. Il y a des mecs qui le pensent. Ça débat. Après, c'est vous qui... Au final, tout est ouvert au débat. On a dit qu'on laisse il y a des... Qu'est-ce qui est ouvert au débat, qu'est-ce qui n'est pas ouvert au débat. Mais je comprends très bien ce que tu dis, Nico. Et ouais, tu parles d'éducation. Pour moi, c'est éduquer des gens dans quelle qu'elle soit. En fait, est-ce que la stat et le chiffre, ça devient une valeur? Avec le temps, carrément. Ça devient une valeur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de la même manière que tu parles de passion, tu parles d'émotions, qui sont des choses bien à part entière, force est de constater que là où on est aujourd'hui, 2024, le chiffre, comment dire, la performance chiffrée devient... Mais pas que dans le foot. Hein. Voilà, mais je te parle pas dans le foot, je te parle dans la vie. Ça devient une unité, ça devient quelque chose, voilà, limite une devise monnaie. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais vous poser une question à tous les trois qui avez fait, à vous trois. Vous avez fait Clerf, les centres de formation et tout. Est-ce que vous, là où vous êtes passé dans vos clubs ou quoi, vous aviez des cours de culture foot? Non. Mais tu vois, moi, gars, je trouve que c'est lunaire que vous soyez dans un milieu où vous êtes encore des... Clairefontaine. Comment? Clairefontaine. Après, la chose qu'on a, c'est que nous, la culture foot, elle était ancrée en nous. Ouais, c'est ça. Imprégnée en nous. Ouais, en rebondissant sur ce que tu dis, Nico, nous, Clerf, c'est ça. Juste avant toi, la semaine dernière, on a eu Jean-Michel Badian. On l'a pas connu, mais c'était une légende pour nous. Pourquoi on nous a transmis cette culture de les anciens faisaient ci, donc on était comme ça. Donc du coup, chaque environnement dans lequel on est arrivé, et même moi encore ici à Atlanta,
c'est un truc, c'est presque un prérequis de savoir où tu mets les pieds et de respecter l'environnement. Qui étaient tes anciens, qui étaient les exemples, qui étaient les gens qui... Je veux dire, moi, je suis arrivé à Troyes, il y avait l'histoire Alain Perrin, tout ça. C'était une histoire relativement jeune, mais tous les clubs où j'ai été, du coup, depuis, c'était presque un prérequis pour nous, presque un peu automatiquement par rapport à l'éducation qu'on a reçue à Clairefontaine de, écoute, tu arrives dans un environnement, c'est pas ton Oui, environnement. mais tu vois, oui, mais Quentin, vous avez fait la démarche par vous-même. Moi, je te pars du principe, parce qu'on parlait tout à l'heure d'éducation par rapport aux jeunes. Pour moi, c'est fondamental que moi, demain, je suis président de la Ligue ou j'ai un truc à la Ligue, j'appelle les gars des centres de formation, je dis les gars, vous savez quoi, à partir de maintenant, vos gamins, là, vous leur donnez des cours de culture foot. Vous allez leur apprendre les dates importantes. Quand est-ce qu'est né le football? Quand est-ce qu'il s'est séparé du rugby en 1872? Quand est-ce que les règles ont été édictées? Quand est-ce qu'a été fondée la Ligue? Qui a été le premier président de la Ligue? Qui a été le rôle de Jean Sadoul? Personne ne sait qui c'est aujourd'hui, ce mec qui a révolutionné le foot en France, qui était Georges Boulogne. C'est le nom de Clerf. C'est quoi Clerf? Pourquoi ça a été créé? L'histoire des clubs, tu vois, tu arrives dans ton club, c'est quoi l'histoire de ton club? Il a été fondé en quelle année? Qui l'a créé? Qui ont été les présidents? En fait, ce que tu apprends à l'école, parce que quand tu es dans un centre de formation, tu es à l'école. Quand tu fais une école de journalisme, qui est d'ailleurs pas un prérequis, hein, on t'apprend un peu l'histoire du journalisme. Quand tu veux faire un métier quel qu'il soit, on t'apprend quel est le contexte dans lequel tu es, dans lequel tu évolues. Moi, je trouve que c'est juste de base, ça devrait être fait. Après, il y a des élèves, ils vont accrocher, d'autres pas. Mais vous faisiez la démarche par vous-même. Mais moi, c'est encore une fois, tu vis d'un métier qui est passion et surtout la grosse diff. Parce que tu vois, et là, je vais en revenir par rapport à mon taf. Moi, j'ai pas fait ce truc-là par passion du journalisme. Mais par exemple, dans tous les métiers du journalisme qu'il y a, les journalistes sportifs, souvent, on a un peu vu, tu sais, comme en France, comme les journalistes ratés. C'est parce que nous, t'as compris, nous, on fait juste du foot, on fait pas de la politique et tout. Sauf que tu sais ce que c'est, nous, la diff par rapport aux journalistes politiques et tous les autres secteurs d'activité, les infogénés, c'est que nous, tous les mecs à qui on parle, qui nous appellent au 32-16, eux, depuis qu'ils ont 5 ans comme nous, ils suivent la matière dont on parle. La politique, tu t'y intéresses pas à 5 ans. Donc ça veut dire que les mecs à qui tu parles, le supporter de Lorient qui t'apprend au 32-16, il connaît l'histoire du FC Lorient mieux que toi. Ils savent pourquoi on les appelle les merlus, pourquoi ils jouent en orange et tout. C'est-à-dire qu'ils sont incollables. Alors que politique, tu peux parler, t'as vu, c'est discours politique, c'est le cas de le dire, machin et tout. Tu parles à des gens qui sont des connaisseurs. Et bah pour moi, il est fondamental que les mecs qui incarnent ça, et c'est pour ça que je reviens au rôle que vous pourriez avoir et vous devriez avoir pour la société, mais aussi pour vous, c'est que si cette culture que vous avez décidé de cultiver par vous-même, elle était inculquée aux gamins dans les centres de formation, et je vais même te donner un truc tout con, il y en a combien des mecs de centres de formation qui n'ont pas fait carrière derrière? Bah, ces gars-là, ça se trouve, tu vas leur donner l'idée d'une vocation qui est liée au foot, comme moi d'ailleurs. Ça se trouve, tu as des mecs qui vont devenir journalistes derrière. Ils vont se dire, putain, moi j'aime le foot, mais j'ai une blessure, j'ai pas fait le bon choix, j'étais pas assez bon, mais je veux continuer de vivre dans le foot. Et bah, ça se trouve, tu vas leur donner des idées. Tiens, ça va me donner l'idée de faire, je sais pas moi, un métier qui est en rapport avec le foot, mais qui n'a rien à voir. C'est un truc, pour moi, ça devrait être juste fondamental. On devrait imposer ça dans les centres de formation. De la même manière que quand tu vas demander, je sais pas, tu vas demander une nationalité et tu te passes un examen, limite. Tu vois, parce qu'il faut que tu connaisses l'histoire du pays. Je te parle de Mais ça. même par rapport à ça, c'est marrant parce que la semaine dernière, encore une fois, big up à Matt, j'ai écouté son podcast qui s'appelle Alternative. Alternative Football avec Edouard Cissé. Il a eu en invité le mec de SoFoot, justement. Je crois que c'est les rédac chefs, je sais pas c'était qui. Et pareil, quand ils passent l'entretien pour intégrer SoFoot, les mecs, c'est question sur la culture SoFoot. C'est quoi la couverture de temps? C'était quand la couverture? La couverture de la centième? C'était quoi? En fait, avoir cette connaissance de où est-ce que tu mets les pieds. Et pour revenir encore une fois rapidement sur mon vécu à moi j'ai fait 10 clubs. Hein. J'ai fait 11 clubs. Mais je te promets, mais Nico, il n'y a pas un club où j'ai signé sans que je connaisse aussi son passé, son club, son vécu de ça. Moi, pourquoi je vais à l'Aris Salonique? J'y vais parce que quand on parle de l'Aris, je me renseigne. J'avais le choix entre plein de clubs. Hein. Je vois l'Aris, je vois un peu les supporters, je vois les origines, je vois comment ça se passe. Je kiffe, je signe. Standard, pareil. Je suis en France, je suis là, j'ai quelques clubs en France, mais ça m'intéresse pas, ça me parle pas. On parle du Standard. Je vois le stade, la rivalité avec Anderlecht, ce que ça représente, la ferveur, club familial. Vas-y, on va signer, mon gars. Tu vois, et moi, en fait, j'étais vraiment attaché à ça, même dans ma carrière. Et tu vois, C'est pour ça que c'est super important. Nico, juste vite fait, quand tu dis ça, je trouve que moi, il y a une différence entre même nous, ce qu'on a fait. Nous, on s'est renseigné, mais ce que tu donnes comme idée, ça va encore plus loin. Ça veut dire établir réellement quelque chose de, tu vois. Nous, on va se renseigner. Voilà, je suis arrivé chez les Spurs. Je connais l'histoire des Spurs, comment ça a été créé et la rivalité avec Arsenal, pourquoi, d'où ça vient. D'accord, mais ça, c'est des trucs, on te le dit.
comme à Clairefontaine. Je dis, Clairefontaine, on a baigné dans ça. Étant petit, on nous a parlé de ceux qui ont créé l'INF et on regardait des vidéos, des fois même d'où c'est venu, des fois l'inspiration de l'Ajax. On regardait des vidéos de l'Ajax. Donc, il y a une certaine culture qui a été imprégnée, mais comme à Clairefontaine, jamais. Parce qu'on m'a jamais assis dans un de mes clubs, dire écoute, qu'est-ce que tu connais du club? Vraiment, et Non, mais à Clerf, on vivait la culture. Tu t'entraînes, tu avais Aimé Jacquet marché à côté, tu t'entraînes, tu vois De Sailly, il vient, il dit «Eh, je peux jouer avec vous, les gars?» Et c'est ce qui manque un peu dans les clubs aussi, tu vois? ouais, mais ça C'est c'est parce qu'on est dans un contexte particulier, mais je te parle de la transmission comme Nico il parle, la transmission pure et dure, comme en classe, c'est ce qui manque dans les clubs, ouais. voilà, dans les clubs. Moi, je pense que c'est, comme tu dis, ça créera même de l'emploi, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas fait carrière, qui connaissent beaucoup plus les clubs dans lesquels on a joué nous-mêmes sur le bout des doigts. Et je pense que c'est comme ça que tu peux arriver à maintenir un certain enracinement, tu vois. Parce que ça, ces questions culturelles-là, de club, ou même de société, elles vont C'est dépasser intangible. ces tangibles. Et ça rentre à l'intérieur de l'être humain. Et comme tu parles d'individu, c'est l'individu qui va contrôler tout ça. Ça va venir de l'inconscient et ça va influer sur tes décisions. C'est comme ça, parce que si tu n'as pas ça, je pense que tu vas un peu dériver. Mais bon. C'est dommage que tu sois toujours avec ton C là. Je te vois bizarrement comme ça. Je sais pas, c'est bloqué, regarde. Ah ouais, laisse tomber, c'est Quand je me bloqué. mets comme ça, regarde, en diagonale, t'as vu? Non, Mode Monaco, là. tranquille, dans tous les cas. Bon, monsieur Villas, c'est quoi? Je connais ton programme de demain, parce qu'on enregistre, on est lundi, parce que ça va sortir un peu plus tard. On est lundi, la veille du Real Sociedad PSG. Quel est ton programme de cette semaine après du week-end? Raconte-nous un peu ce Alors, qui va se on a Real Sociedad PSG mardi, mercredi, on a les autres huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Jeudi, on aura le Villarreal Marseille et Sturm Graz Lille avec la libre antenne jusqu'à 1h30 du mat. Et puis après, vendredi, Ligue 1. Voilà. Et puis week-end en famille, on va couper du bois. On va jouer au Milborn, mais pas celui de Pas de Patrouille. Et puis surtout, on va jouer au jeu de la licorne, qui est une dinguerie, je vous le conseille. Voilà. Franchement, c'est une dingue. Tu parles de dingue. Non, mais le monde des médias, les gens, et pour en faire un peu beau en ce moment, c'est dur, c'est épuisant, c'est waouh, respect, franchement, aux consultants, à tout, respect, parce que c'est du travail. Et je m'en rappelle pendant. Ouais, enfin bon, il y en a, ils ont des boulots plus pénibles que les nôtres en gagnant moins bien. Hein. On va C'est vrai. relativiser aussi. Hein. Non, C'est pas évident, mais t'as vu? non, mais chacun a son niveau. Mais tu vois, parce que quand j'étais à la Cannes, par exemple, vite fait, il y a un mec qui vient et me dit, ouais, t'es assis, il me dit, oh, en fait, quand je te vois à la télé ou tu fais ci, c'est vite fait, hein. Je dis, comment ça, c'est vite fait? Je dis, ouais, tu viens, Bon, lui. Ouais, il m'a dit comme ça, c'est vite fait, non? Tu viens, tu parles. Et je lui ai décrit, un peu comme tu viens de faire, la journée type, surtout pendant la CAN, là où je devais aller, comment, etc. Et là, il s'est assis, il m'a dit, en fait, nous, on vous voit comme ça à la télé, vous parlez, mais en fait, Ouais, bah oui. j'ai dit, ouais, c'est du travail, tu vois, mais comme tu dis, voilà, toute proportion gardée, on parle de ce qu'on aime, mais quand même, il y a quand même un souci d'éthique. Rambouillet, ça dit quoi ce week-end? Rambouillet, ou je sais pas, hein, là, du côté des Fatih, je sais pas où tu es, t'es partout, mais Non, Rambouillet, Versailles, comme d'hab. Ce week-end, Ah. pareil, hein, consultant, je vais commenter Metz-Clermont. Bon, au départ, bon, ça m'enchantait pas trop de partir voir un Metz-Clermont, mais Clermont a pris 5 buts. Bah ouais, match de la peur, là. Metz a gagné la semaine dernière, donc ça va être un bon match, j'ai l'impression. Donc, on y va pour Metz-Clermont, pardon. à chaque fois que Par contre, ça commence mal, hein, parce que si t'arrives pas à dire Metz, frérot, t'es mal. Hein. Ah, je te jure, là, franchement, ils vont me virer là, Prime, là, c'est chaud. chaque fois que tu vas à Metz, tu reviens le week-end, tu me dis, ouais, je suis parti chez toi, ça s'est mal passé, donc franchement, j'espère que ça va bien Ah se oui, passer. c'est vrai, je repars chez toi, Mais Seb. Je non, mais repars chez toi. à chaque fois que tu parles de Metz, frérot, Oh, la pour tous dernière les fois, je suis auditeurs, parti à Metz. Nico, Metz-Le Havre. Oh là là, la purge. Oh, un 0-0 des. Oh là, incroyable. Je crois que c'était la plus belle purge de Ligue 1 cette saison. Enfin bref. Etienne, Non, mais en tout cas, je tiens à remercier Nico pour tout, pour Ah non, c'est moi. le fait d'être venu. Et je tiens à préciser, hein, je crois que tu es ma première télé. Hein. Ensemble, tu m'as fait ma première télé, Nico, Ah, en c'est de ma faute, tout 2010. ça, alors. Non, bah, tout ça, c'est de ta faute, exactement. Le fait que tu sois devant la caméra, tout ça, devant les écrans, c'est de ta faute. Donc, merci à toi et en tout cas, gros big up. Bah non, c'est moi qui vous pour remercie, ça. les gars. Merci à toi, mon Ricky. Etienne, ça dit quoi ce week-end? Et bien Etienne, coiffé en plus.
Ouais, t'as vu, coupe, ça change des casquettes. Et ouais, on joue New England ce week-end, préparation standard de match avec les semaines bien chargées entre le foot et la famille. Mais ouais, Nico, merci, hein, un grand Bah merci. non, merci à vous les gars, merci beaucoup. Hein. Quand on décortique, c'est drivé par la passion, transmission de valeur. Enfin, c'est tout ce qu'on prêche dans ce podcast. Donc, un petit peu aussi pour nos auditeurs. On peut pas tous devenir footballeurs, mais on peut tous avoir un impact dans le monde, dans le milieu du foot. Et je pense que Nico est un très très bon exemple hein, pour avoir eu des longues conversations avec lui il y a 10-15 ans de cela. Il n'est pas arrivé par hasard et c'est vraiment l'amour du foot qui l'emmène là. Donc, franchement, je te souhaite les 15 prochaines aussi successful que les 15 premières, ou en tout cas drivées par les mêmes éléments. Tu as mentionné un tout petit peu vieux con, franchement, à part ton pull Sergio Tacchini. Arrête, ça devient grave à la mode, frérot, regarde. T'es frais comme un gardien, je suis dans une ambiance vintage en ce moment, les mecs. Ça fait très 88, ça. Ouais, t'as vu? Ah ouais. Franchement, ça, Tacchini, c'est. Tu vois, regarde. La beauté quand tu fais staff, c'est que les suites que tu voulais acheter quand tu étais gamin, bah, tu les achètes maintenant. Voilà. C'est vrai. Et puis, tu sais quoi, je pense que c'est 2 fois moins cher qu'à l'époque, c'est ça qui est génial. Normal, tu l'as acheté au puce, frère, à Clignancourt, on a cramé. Je l'ai acheté sur Temu, frérot, celui-là, tu vois, c'est AliExpress, je sais plus. Voilà. Non, j'avoue qu'à l'époque, on pouvait tuer pour avoir ce pull-là à l'époque. Hein. Incroyable. Mais attends, elle dit, mais ça existe encore ça. Je dis, mais attends, tu sais que ça revient. On va relancer Noël, Patrick et toutes les marques bidons là. LS, ouais, j'allais dire. LS. Incroyable. L'auto, ça revient grave à la mode aussi. Bref, Diadora et tout, tu sais que ça revient vraiment à la mode, hein, ces trucs-là. Ça revient, bien sûr. Moi, je vois ça. La mode, c'est comment toi, London? Ce week-end, London, là, on est en début de semaine. On commence la semaine. Non, London, ça va. Pareil, on bosse sur ses projets personnels, on avance, on va revoyager bientôt, on va préparer, il y a l'Euro qui arrive bientôt. Tu vas couvrir l'Euro? Hein? Ouais, je crois que j'ai reçu un petit email il y a 2-3 jours par rapport à ça, on va couvrir l'Euro. Je crois T'es là. Faut savoir alors, t'es français ou t'es camerounais alors, faut savoir. Moi? Choisir, hein. Pourquoi? T'es français ou t'es camerounais? Le rapport? Tu fais la CAN, tu fais l'Euro, faut choisir à un moment donné. Je suis un footballeur international, non? C'est un enfant du monde, ok, laisse-le tranquille. Exactement, je suis un enfant du monde, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, je suis parti à Londres, après j'ai joué pour le Cameroun, je suis un enfant du monde, frère, je vis en Angleterre. De quoi tu parles? Et dans tous les cas, non, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis 100% français et 100% camerounais. Voilà, pourquoi tu veux m'emmener quelque part? Mais quand même, le vert ou jaune, il coule dans mes veines un peu plus que le. C'est ce que je veux dire. Non, mais ce week-end, ouais, on va bosser. Je pense qu'il y a. Non, j'ai des petits trucs en première ligue comme chaque week-end et on travaille sur ses projets personnels. Et merci, Monsieur Villas. Franchement, tu sais quoi, je voulais venir avec un EPAP. Mais j'ai pas réussi. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de mettre mon petit. C'est ne pas. Je sais que c'est fini, mais c'était, tu vois, une petite dédicace, etc. Mais bon, en tout cas, avec ton pull Sergio Tacchini, tu as fait l'affaire et je te dis merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Non, merci à bientôt. Parce que c'est très intéressant pour nos auditeurs d'écouter, tu vois, une autre vision parce qu'on aime bien avoir toutes sortes d'intervenants qui ont un rapport avec le monde du football pour parler des insides et ce qui se passe dans ta tête. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête, ça va un peu. C'est le bordel un peu. C'est un peu le bordel. La crise de la quarantaine. On connaît. Je suis pas bien. Là. Donc, merci. Et tu sais quoi, à cause de ton. Déjà, grande dédicace à Issa et notre petit Issa qui monte, fait partie de la team. Et notre. Ricky, c'est quoi? Oui, c'est notre chef marketing. Louis. Oui. Gros big up à toi. Mais Nico, c'est la vérité. Hein. C'est là où je suis pas contre. Enfin, ton pull Sergio Tacchini, Monsieur Ravio, il t'aurait dit basket par cas, allez hop, tu tournes autour du bâtiment à cause de ton pull. Éclaté. C'était Ballon Main Corps. Merci beaucoup d'amour. On est ensemble. À la semaine prochaine. Bisous les gars. On love.